Hmm. Bon, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Je sais pas si on m'entend d'ailleurs. Impossible à savoir ce truc-là. Parce que moi, je suis pas un spécialiste des directs, donc je ne maîtrise pas très bien cet outil. Faudrait, faudrait me dire si vous entendez bien, parce que j'ai pas de micro, je suis avec les moyens du bord. Oui. Avoir une coupure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien. Alors évidemment, on ne va pas faire le cours de manière très magistrale, hein, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de le rendre accessible pour qu'on puisse tous ensemble comprendre. Bien. On va attendre encore quelques minutes encore, en espérant qu'il n'y ait pas de coupure. Mais comme ça là, bien, je pense qu'on va commencer. Et puis après, s'il y en a qui arrivent, ils prendront le train en marche. Euh, de toute façon, ça sera impossible de se perdre, hein. On va essayer de faire des rappels à chaque fois. Bien, alors, euh, l'idée est assez simple, hein. On va essayer de parler du droit constitutionnel de la Ve République, hein. Je précise bien que je parle de la Ve République, c'est-à-dire la constitution en vigueur en France. Puisque l'objectif c'était surtout de présenter les éléments de base, on va dire, du programme qu'on apprend à l'université. Mais évidemment, je ne vais pas résister à faire quelques petites discrétions sur notamment le système comorien qui est, on va dire, une sorte de pâle copie un peu de la Ve République. Quoique c'est pas totalement vrai en réalité, on verra. Alors, on va procéder, on va dire, en 4 ou voire 5 temps. D'abord, on va voir la mise en place de la Ve République, hein, comment est-ce qu'elle est née. Ensuite, on verra le pouvoir exécutif, donc le président et le gouvernement. Ensuite, on parlera du Parlement, et notamment du rapport entre le Parlement et le gouvernement. Et enfin, on finira avec le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité. Mais bon, vous savez qu'en France, le droit de la Ve République, on l'apprend au second semestre. Donc par définition, il y a un premier semestre. Et le premier semestre, on apprend ce qu'on appelle ici le droit constitutionnel général. Donc on apprend les notions générales, c'est très théorique. Et en général, ce sont ces notions très théoriques
qui vont vous permettre de comprendre la Cinquième République. C'est-à-dire qu'au second semestre, on met en pratique les notions générales qu'on a apprises au premier semestre. Donc pour ne pas que vous soyez un peu perdu, et comme l'objectif c'est quand même de rendre accessible la matière, on va d'abord, avant de rentrer dans la Cinquième République, je vais d'abord vous présenter quelques notions générales de base, vraiment les choses élémentaires à savoir. Et ensuite, on pourra, on va dire, dérouler le cours ensemble. Alors, quelques notions de base, mais vraiment les notions générales élémentaires à savoir. D'abord, on va essayer de parler de l'État, notion très importante. Ensuite, on parlera des formes d'État, ensuite des régimes et du contrôle de constitutionnalité. Très rapidement, hein, ce sont les 4 notions essentielles. Après, on rentrera dans le vif du sujet de la Cinquième République. Alors l'État, bon, on commence par l'État. Première notion générale, à savoir l'État. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'État. D'ailleurs, c'est assez dommage parce que dans les études de droit, on ne fait plus de théorie générale de l'État, on ne fait plus de théorie juridique de l'État. C'est assez dommage parce qu'on a des juristes qui connaissent que la technique et qui ont quasiment zéro notion dans la théorie du droit parce qu'on ne l'enseigne pas. Voilà, c'est assez dommage. Mais bon, on va quand même commencer par cette première notion générale qui est l'État. Alors l'État, vous savez qu'au commencement, il n'y a rien, on va dire. Il n'y a rien et puis après apparaît l'État. Évidemment, l'État, il précède le droit. Il n'y a pas de droit avant l'État. L'État arrive d'abord et ensuite le droit vient après l'État. Mais l'État, comme il précède, il vient avant le droit, l'État n'est pas une question juridique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de définition juridique de l'État. L'État, c'est une question de fait. C'est une simple question de fait. Un État existe ou n'existe pas. Voilà. On constate ou on ne constate pas l'existence d'un État. C'est une question de fait. Alors, pour qu'un État existe, il suffit de réunir 3 éléments constitutifs. Si les 3 éléments sont réunis, l'État existe. Alors, malheureusement, ce n'est pas une définition, du droit constitutionnel, hein, c'est une définition du droit international. Parce que nous, les constitutionnalistes, malheureusement, on a abandonné la définition de l'État. Et du coup, on a pris la définition des internationalistes. Donc, pour qu'il y ait un État, il faut réunir 3 éléments. Un territoire, une population qui vit sur ce territoire et une autorité qui exerce la souveraineté sur le territoire et sur la population. Donc je reprends, il faut un territoire, une population qui vit sur le territoire et une autorité souveraine qui exerce la souveraineté sur le territoire et sur la population. Ce sont 3 éléments cumulatifs. Alors en droit, quand on dit que des conditions sont cumulatives, ça veut dire qu'il faut les remplir ensemble. S'il y en a une des conditions qui manque, eh bien, on va dire que la situation n'est pas remplie. Et donc ici, les 3 éléments de l'État sont cumulatifs. Il faut que les 3 existent. Si vous avez un territoire, une population, mais que vous n'avez pas d'autorité qui exerce de souveraineté, il n'y a pas d'État. Si vous avez une autorité qui exerce une souveraineté, vous avez une population, mais que vous n'avez pas de territoire, il n'y a pas d'État. Ainsi de suite. Il faut réunir les 3 éléments constitutifs de l'État. Alors le territoire, pour commencer, il est facile à définir. Le territoire, c'est l'espace géographique délimité par des frontières. Voilà. La souveraineté s'exercera à l'intérieur de cet espace géographique délimité par des frontières. Simple. Alors, le territoire ne se limite pas à l'espace terrestre. Le territoire s'étend à l'espace aérien qui surplombe l'espace terrestre et s'étend aussi à l'espace maritime. Une certaine distance au-delà des côtes, ça fait partie encore du territoire. Et d'ailleurs, la distance, elle est fixée par une convention, qui est la convention de Montego Bay, qui fixe la distance dans laquelle on est dans ce qu'on appelle les eaux territoriales. Il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que un État peut exister quand bien même les frontières du territoire ne sont pas véritablement fixes. C'est pas grave. On accepte une certaine, entre guillemets, mouvance de la frontière. C'est pas très grave. Il faut quand même qu'elle existe. Voilà. Donc donc ça c'est le territoire. Ensuite, deuxième élément constitutif de l'État, la population.
Alors, la population ou le peuple, c'est sans doute l'élément le plus difficile à expliquer. Parce que juridiquement, juridiquement, on n'a pas de définition du peuple. En droit, on ne sait pas définir le peuple. C'est une notion très difficile à définir. Si vous avez un juriste qui vous dit qu'il a la définition du peuple, c'est soit il se trompe, soit c'est pas la définition vraiment parfaite. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à définir le peuple? C'est parce qu'on n'a pas de critères objectifs. Parce qu'en droit, on a besoin d'avoir un critère objectif. C'est-à-dire un critère qui marche à tous les coups et qui nous permet de définir une notion. Sauf que le peuple, on n'a pas de critères objectifs qui nous permettent de définir ce que c'est qu'un peuple. Alors, on a tout essayé, hein. On peut essayer le critère de la race, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le peuple? C'est un ensemble de personnes ayant la même race. Bon. Mais là, vous voyez que ce critère objectif ne fonctionne pas. Parce que si on se fixe sur le critère de la race, eh bien, on pourra dire, par exemple, que ça n'existe pas, le peuple français, ou ça n'existe pas, le peuple américain, puisqu'il n'y a pas une seule race. Donc, le critère de la race ne marche pas. Alors, on a essayé le critère de la religion. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Ce serait un ensemble de personnes qui partagent la même foi. Mais là aussi, ça ne marche pas, puisque vous pouvez trouver des populations dans lesquelles il y a plusieurs religions. Alors, on a essayé le critère de la langue. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? C'est un ensemble de personnes parlant la même langue. Mais là, encore une fois, ça ne marche pas, puisque vous avez un ensemble de populations qui peuvent parler jusqu'à 10 000 dialectes. Donc, on n'a pas de critères qui nous permettent de définir le peuple juridiquement. Alors, en général, on se contente d'une solution, enfin, d'une définition, on va dire, la moins pire, quoi. C'est pas vraiment une définition satisfaisante, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, on définit le peuple en disant qu'est-ce que c'est que la population? C'est un ensemble de personnes qui partagent le même sentiment de vivre ensemble et de destin commun. Voilà, c'est ça le peuple. Donc vous devez avoir un territoire et sur ce territoire, il doit y vivre un ensemble de personnes qui partagent un sentiment de destin commun. Voilà, ça c'est la population. Donc, après le territoire, la population, il faut donc le dernier critère de l'existence de l'État, il faut une autorité qui exerce une souveraineté. Voilà. Alors, l'autorité qui exerce la souveraineté, ce qui est important ici, mais on va pas développer parce que sinon on y passerait la nuit, mais il faut que l'autorité exerce une souveraineté. Alors, ça veut dire quoi la souveraineté? La souveraineté, euh, il y a deux types de souveraineté. Vous avez la souveraineté interne et vous avez la souveraineté externe. Le souverain, c'est-à-dire l'autorité, il faut que sur le territoire et sur la population, il y ait une autorité qui est capable de fixer la règle, de sanctionner la règle de manière exclusive. Il faut qu'il soit le seul sur le territoire à exercer le pouvoir. La souveraineté, elle est exclusive. Si vous avez 2, 3, 4, 5, 6 autorités sur le même territoire qui exercent une souveraineté, on n'a pas d'État. Pour avoir un État, il faut avoir une autorité exclusive. Exclusive au sens de qui exclut le reste. Donc, premier critère de la souveraineté, elle est exclusive. Celui qui exerce la souveraineté, il doit l'exercer seul. S'il y a une autre personne qui exerce la souveraineté sur le territoire, eh bien, il n'y a pas d'État, tout simplement. Ensuite, il faut que cette souveraineté, à l'extérieur, manifeste une indépendance. C'est-à-dire qu'il faut que l'autorité, dans les relations internationales, soit le seul à décider pour son pays. Donc ça, c'est la souveraineté. Évidemment, les deux vont ensemble, l'interne et l'externe. Si vous n'êtes pas capable d'exercer votre souveraineté à l'intérieur de votre État, dans les relations internationales, personne ne vous prendra au sérieux. Ça, c'est sûr. Voilà. Et si vous n'exercez pas une souveraineté à l'international, quand vous rentrerez chez vous, personne ne vous prendra au sérieux. Donc les deux vont ensemble. Voilà. Donc l'existence d'un État, c'est la réunion de ces trois éléments, territoire, population et souveraineté. Alors on peut s'amuser à faire un exercice pratique, hein. On peut prenons par exemple, prenons la Palestine par exemple. On pourrait se poser la question, juridiquement, est-ce que la Palestine est un État? Oui. Et là, on applique les critères qu'on vient d'apprendre. Et c'est là où on voit que quand on passe de la théorie à la pratique, ça devient tout de suite compliqué. Parce que est-ce qu'en Palestine, il y a un territoire? A priori, oui.
Il y a un territoire. Alors c'est sûr qu'il est divisé, etc. Mais il y a la Cisjordanie, il y a la bande de Gaza, il y a un territoire. Est-ce qu'il y a une population qui vit sur ce territoire? Là aussi, a priori, oui. Il y a une population palestinienne qui vit sur ces territoires. Donc, a priori, les deux premiers éléments sont réunis. Il reste le dernier. Est-ce qu'il existe une autorité qui exerce une souveraineté sur cette population et sur ce territoire? Et c'est là où ça devient difficile. Alors, apparemment, on serait tenté de dire qu'il existe une autorité qui exerce une souveraineté. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, qui est dirigée par un président de l'autorité palestinienne. La question étant de savoir s'il exerce une souveraineté ou pas. Voilà. Donc, vous voyez, quand on passe de la théorie à la pratique, tout de suite, ça devient compliqué, évidemment. Donc ça, c'est l'État. Nous, alors, il faut faire la différence entre l'existence d'un État et sa reconnaissance. Un État peut exister, juridiquement, et ne pas être reconnu. Il n'y a aucun problème. La non-reconnaissance d'un État n'empêche pas l'État d'exister. Ce sont deux questions différentes. Vous avez des États, prenons par exemple l'État d'Israël. L'État d'Israël vit dans une région dans laquelle quasiment presque tous ses voisins ne le reconnaissent pas. Ça n'empêche pas l'État d'exister, parce que l'existence est différente de la reconnaissance. Donc maintenant, on va partir du principe que l'État existe. Une fois que l'État existe, deuxième notion fondamentale, la forme de l'État. Il faut donner à l'État une forme. Voilà, parce que pour pouvoir organiser l'État, il faut lui donner une forme. Alors là, vous pouvez organiser l'État sous deux formes. Donc là, maintenant, on rentre dans la deuxième notion fondamentale. Après l'État, on va voir la notion des formes d'État. Alors, on ne va pas compliquer les choses, hein. On va prendre deux formes essentielles. L'État, on va dire unitaire, et on va dire l'État composé. Alors, l'État unitaire, c'est très simple, c'est un État dans lequel il y a une seule constitution pour tout le monde, sur tout le territoire. Il y a un seul gouvernement sur tout le territoire. Voilà. Et il y a une seule règle qui s'applique sur tout le territoire. C'est ça, un État unitaire. Exemple, la France est un État unitaire. Que vous soyez en Corse, en Bretagne, à Marseille ou à Lille, la règle est la même pour tous. La constitution est la même pour tous et le gouvernement est le même pour tous. Donc c'est un État unitaire, c'est-à-dire un État dans lequel il y a un seul ordre juridique sur tout le territoire. Ensuite, on a l'État composé. Alors dans l'État composé, il y a un État en particulier qui est l'État fédéral, et puis il y a ce qu'on appelle la confédération, l'État confédéral. Ce qui est d'ailleurs d'actualité parce que vous avez des gens qui disent aux Comores on devrait faire une confédération. Il faut savoir ce que ça veut dire. Alors, un État fédéral, ça veut dire que vous avez une sorte d'ensemble d'États fédérés, d'États qui vont se mettre ensemble. Ces États fédérés qui se mettent ensemble, ils ont leur propre constitution, leur propre parlement, leur propre justice. Mais ils vont quand même se mettre ensemble. Et au-dessus, vous allez avoir une constitution fédérale pour tout le monde. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais l'exemple parfait d'un État fédéral, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont un État fédéral, c'est un État fédéral. Vous avez donc l'Union, et puis vous avez les États fédérés. Vous avez les 50 États fédérés. L'Allemagne est un État fédéral, et jusqu'à peu, les Comores étaient un État fédéral. Nous avions 4 îles autonomes, donc 4 États fédéraux, et au-dessus duquel se trouve donc l'Union. Voilà. Donc ça, c'est l'État unitaire, l'État fédéral. Alors l'État unitaire, il peut être décentralisé, déconcentré, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, ça c'est la forme de l'État, c'est pas très essentiel pour notre cours. Donc, on a défini l'État, on a défini les formes de l'État. Maintenant, il faut donner à l'État un régime. Et c'est ça qui nous intéresse avant de parler de la Ve République, c'est de comprendre les régimes. Alors, il y a le régime qu'on va donner à un État dépendra, si nous sommes en démocratie, dépendra de la séparation des pouvoirs. Donc on part du principe que on veut organiser un État démocratique. Parce que si on veut organiser un État tyrannique, bon, ça on s'en fout un peu. Mais si on veut organiser une démocratie, il y a deux régimes essentiels pour organiser un État démocratique. Et tout dépendra de la séparation des pouvoirs. Alors la séparation des pouvoirs, pour définir, on va dire assez rapidement, c'est Montesquieu qui l'a très bien dit, c'est tout homme qui a du pouvoir, il est quand même porté à en abuser. C'est dans la nature de l'homme. Pour ne pas qu'il abuse du pouvoir, on va séparer les pouvoirs. On va faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir. Et en fait,
les deux régimes qui existent, donc le régime parlementaire et le régime présidentiel, ben ça dépendra de la manière dont on sépare les pouvoirs. Si on sépare les pouvoirs de manière souple, on sera dans un régime parlementaire. Si on sépare les pouvoirs de manière stricte, on sera dans un régime présidentiel. Alors, pour faire simple, dans une séparation stricte, le pouvoir exécutif reste dans son coin, fait son travail. Voilà. Le pouvoir législatif reste dans son coin, il fait son travail, et le pouvoir judiciaire reste dans son coin et fait son travail. Il n'y a aucune relation entre ces pouvoirs. La séparation est vraiment stricte. Chacun est dans son coin et fait ce qu'il a à faire. Personne ne vient contrôler l'autre, personne n'a un mot à dire sur l'autre. Voilà. Chacun reste dans son coin et fait ce pourquoi il a été nommé. Donc ça, c'est la séparation stricte. Ça veut dire que les pouvoirs ne sont pas responsables entre eux. L'exécutif ne peut pas contrôler le législatif ne peut pas contrôler l'exécutif, etc. Donc c'est une séparation stricte. Lorsque la séparation est stricte, le régime est présidentiel. Donc l'exemple concret d'une séparation stricte des pouvoirs, c'est le système américain. D'accord ? Les États-Unis, c'est un régime de séparation stricte. Voilà. Donc c'est un régime présidentiel. Le régime parlementaire, à l'inverse, la séparation est souple. C'est-à-dire qu'on va mettre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, mais ils ne vont pas rester dans leur coin. Ils vont collaborer, ils vont interagir. De sorte que le pouvoir exécutif peut contrôler le pouvoir législatif peut contrôler le pouvoir exécutif, et le judiciaire peut contrôler tout le reste. Donc il y a une séparation qui est souple. Donc dans le cas d'une séparation souple, on dit que le régime est parlementaire. Donc régime présidentiel, régime parlementaire. Exemple d'un régime parlementaire, eh bien l'Angleterre. D'ailleurs c'est né là-bas. Le régime parlementaire, il est né en Angleterre. Voilà. Donc c'est une séparation souple des pouvoirs. Donc on a défini l'État, on a défini l'État unitaire, l'État fédéral, on a défini le régime parlementaire, le régime présidentiel. On va définir une dernière notion, après on va rentrer dans la Ve République. Alors, dernière notion à définir, notion générale, c'est le contrôle de constitutionnalité. Parce que ça, c'est important. Alors, ça veut dire quoi, le contrôle de constitutionnalité? Alors, évidemment, ça ne marche que si on est positiviste. C'est-à-dire si on accepte qu'il y a un ordre juridique. Alors, en fait, dans l'ordre juridique d'un État, il y a ce qu'on appelle la pyramide des sources ou la pyramide des normes, qui aurait été, c'est pas très sûr, mais ça aurait été inventé par Kelsen. Bon, il faut quand même lire Kelsen pour se rendre compte que les choses ne sont pas aussi simples. Mais bon, on va simplifier. On va dire qu'il y a une pyramide des normes. Au-dessus de la pyramide se trouve la Constitution. Et tous les normes de l'État sont inférieures à la Constitution. Ils procèdent de la Constitution. Donc vous avez la Constitution, vous avez la loi, et ensuite vous avez tous les actes réglementaires, décrets, circulaires, etc. Donc la Constitution, c'est la norme suprême. Alors en droit, lorsqu'on dit que la norme A est inférieure à la norme B, si B est suprême par rapport à A, ça veut dire que A doit être conforme à B. Les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures. Parce que si on n'assure pas la conformité de la norme inférieure à la norme supérieure, eh bien ça veut dire que la norme supérieure ne l'est pas. Si toutes les lois peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'elles ne sont pas conformes à la Constitution, dans ce cas-là, la Constitution n'est pas une norme suprême. Donc pour assurer la supériorité de la Constitution, on va devoir contrôler la conformité de toutes les normes inférieures par rapport à elle. C'est la manière dont on a de s'assurer de la supériorité de la Constitution. Alors ça, c'est la première... donc le contrôle de constitutionnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va contrôler la conformité de la loi par rapport à la Constitution pour s'assurer que la loi respecte la Constitution. Alors, quand c'est dit comme ça paraît simple, mais contrôler la loi, c'est pas quelque chose d'évident. Parce que pendant très longtemps, on n'a pas contrôlé la loi. Parce que on considérait que la loi, vous voyez, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, la loi exprime la volonté générale. Donc la loi, elle est votée par les députés qui sont élus par le peuple. Donc
contrôler la loi, c'est un peu comme si on contrôlait l'expression du peuple. Donc c'était inacceptable. On ne contrôlait pas la loi parce que la loi, c'est la volonté générale et la volonté générale, elle ne peut pas mal faire. Donc avant, on ne contrôlait pas la loi parce qu'on considérait que la loi était souveraine. Elle ne pouvait pas mal faire. Donc contrôler la loi suppose de contrôler les représentants du peuple. C'est pas évident. Alors c'est pour ça que pendant très longtemps, on ne contrôlait pas la loi parce que bon, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, c'est quand même assez répandu, hein. On contrôle la constitutionnalité de la loi parce que si on ne contrôle pas la constitutionnalité de la loi, la Constitution ne sera pas suprême. Bien, donc ça, ce sont les normes générales. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'était un peu long, mais c'était nécessaire. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la Ve République. Le droit constitutionnel de la Ve République. Évidemment, on ne va voir que les éléments de base, parce que ce serait très long. Donc, on va voir les éléments de base de la Ve République. Alors, on a dit qu'on va procéder par étapes. Donc, on va d'abord voir comment est née la Ve République. Donc, la naissance de la Ve République. D'abord. Une fois qu'on aura vu la naissance de la Ve République, on verra le pouvoir exécutif, ensuite le pouvoir judiciaire et ensuite le Conseil constitutionnel. Alors, comment est née la Ve République? Alors, la Ve République, elle est consécutive à la 4e. Jusqu'à là, c'est assez simple. S'il y a une 5e République, c'est qu'il y a une 4e. Et s'il y a une 4e, c'est qu'il y a une 3e, ainsi de suite. Donc, la 4e République, donc celle qui précède la 5e, la 4e République est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Mais cette 4e République, elle a quand même reproduit, on va dire, les mêmes défauts que les républiques précédentes, et notamment la 3e République. C'est-à-dire que dans la 4e République, on avait une constitution qui était un régime parlementaire, mais la 4e République n'a pas fonctionné. Elle n'a pas du tout fonctionné. Elle a échoué, la 4e République. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a échoué? Alors, on va dire qu'il y a deux causes de l'échec de la 4e République. Alors, il y a une cause qui est conjoncturelle et puis il y a une cause qui est structurelle. La cause conjoncturelle, c'est-à-dire la cause directe, immédiate, qui a mis fin à la 4e République, c'est évidemment la guerre d'Algérie. La 4e République n'a pas réussi à faire face à la guerre d'Algérie, elle n'a pas réussi à faire face aux prétentions d'indépendance des Algériens, et donc cette guerre d'Algérie, elle a fini par achever la 4e République. Donc ça, c'est la cause, on va dire, directe, la cause immédiate, c'est la guerre d'Algérie. Mais en réalité, la 4e République, elle a échoué parce qu'il y avait une cause structurelle. Structurellement, la 4e République ne pouvait que échouer. Pourquoi? Alors, parce qu'il n'y avait pas de majorité au Parlement, de sorte que on s'est retrouvé un peu avec avec une instabilité gouvernementale. Donc, il n'y avait pas de gouvernement qui pouvait durer longtemps. Par exemple, vous aviez des gouvernements qui duraient un mois, 2 semaines. La 4e République, elle a duré 21 ans, et en 21 ans, enfin elle a duré 12 ans, pardon, et en 12 ans, la France a connu 21 gouvernements. C'est énorme. Il y a beaucoup de gouvernements, alors que cette instabilité gouvernementale ne pouvait pas permettre de gouverner. Alors, quand les gouvernements changent tout le temps, elles changent parce qu'il n'y a pas de majorité au Parlement. C'est un régime parlementaire, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une majorité au Parlement. Cette majorité choisie donne la confiance à un gouvernement, et il n'y a que comme ça que le gouvernement peut faire son travail. Mais comme il n'y avait pas de majorité au Parlement, le gouvernement ne pouvait pas rester longtemps. Voilà. Dès que la majorité changeait, le gouvernement changeait, ainsi de suite. Et on a eu 21 gouvernements en 12 ans d'existence. C'est énorme. Alors, évidemment, on pourrait se dire que ce n'est pas bien grave. En fait, c'est très grave parce que il faut se mettre dans le contexte de la 4e République. On est en 1946, on est après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a la guerre froide, il y a la reconstruction, il y a les guerres d'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a toutes choses auxquelles il faut un gouvernement apte à gouverner. Il peut être de droite ou de gauche, peu importe, mais il faut un gouvernement qui est capable de gouverner. Or, la 4e République faisait en sorte que c'était impossible d'avoir un gouvernement. Donc, ça ne pouvait que échouer.
Et c'est comme ça que, on va dire que le général de Gaulle a été appelé à la rescousse. Le général de Gaulle est arrivé. Eh bien, quand il est arrivé, quand il a accepté de sauver la 4ème République, sa première décision a été de changer la Constitution. Parce qu'il a compris que le problème était institutionnel. Le problème était institutionnel, il fallait modifier la Constitution. Parce que on dit toujours, on parle beaucoup de la Constitution, et que peut-être il y a autre chose à faire. Il faut parler de l'économie, parler du social, etc. Ça, c'est pas faux. Sauf que ça, c'est après. Si vous n'avez pas un État qui est structuré, si vous n'avez pas un État qui fonctionne, si vous n'avez pas une stabilité gouvernementale, eh bien vous allez avoir toutes les difficultés du monde à faire une politique économique, une politique sociale, une politique sanitaire. Ça va être compliqué parce que l'État ne repose pas sur des bonnes bases, hein. Guy Carcassonne disait que la meilleure constitution du monde ne suffira pas à faire le bonheur d'un pays, c'est vrai, mais une mauvaise suffit à faire son malheur. Et la constitution de la 4ème République était une mauvaise constitution. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher. Donc c'est important d'avoir une bonne constitution. C'est important. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une bonne, qu'une mauvaise, mais on sait au moins quand une constitution fonctionne et quand elle ne fonctionne pas. Et la constitution de la 4ème République ne fonctionnait pas. Voilà. Et du coup, on a modifié et on est venu par mettre la 5ème République, hein, par un référendum le 4 octobre 1958. Et c'est comme ça que la 5ème République est née. La 5ème République est née, elle est née sur, on va dire, les ruines de la 4ème République. Donc, cette constitution du 4 octobre 1958 va mettre en place un régime, hein, qui est le régime de la 5ème République. Alors, maintenant qu'on a vu la mise en place de la 5ème République, on va maintenant voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Et on va commencer par le pouvoir exécutif. Ensuite, on verra le pouvoir législatif et on verra le Conseil constitutionnel. Alors, pour le pouvoir exécutif, comment ça fonctionne? Alors, le pouvoir exécutif, en France, c'est un pouvoir dit bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a deux têtes dans l'exécutif. Il y a le président de la République, chef de l'État, et ensuite il y a le gouvernement, dirigé par un Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Donc il y a deux têtes dans le pouvoir exécutif. Donc on va voir le président de la République d'abord, et ensuite on verra le Premier ministre ensuite, ou le gouvernement ensuite. Alors, le président de la République, il apparaît dans la Constitution dès l'article 5, le titre 2. Et ça, c'est important parce que dans les constitutions précédentes, avant la 5ème République, le président de la République, il était cité en dernier. En dernier. Dans la 4ème République, il fallait aller au titre 4 ou au titre 5 pour trouver le président de la République. Dans la 5ème République, la Constitution de 58, le président de la République est le premier cité. Donc il passe du titre, on va dire, au fin fond de la Constitution et il arrive au premier rang. C'est vous dire à quel point il est important pour ceux qui ont imaginé la 5ème République. Et donc le président de la République, en France, il a 5 missions. Enfin 6 missions en général. Donc là, on va voir les missions du président de la République, à ne pas confondre avec ses pouvoirs. Donc on va voir les missions du président et ensuite on va voir ses pouvoirs. Alors, je passe rapidement sur l'élection. Le président de la République en France est élu au suffrage universel direct depuis 1962. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant 1962, le président était élu au suffrage universel indirect. Il était élu par un collège de grands électeurs. C'est eux qui votaient le président de la République jusqu'en 1962. Et en fait, on peut se demander pourquoi De Gaulle n'a pas mis l'élection directe dès 1958. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé à élire le président en France directement dès 1958? Alors, on ne l'a pas fait parce que... Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, s'il avait mis l'élection dès 1958, c'est sûr que la Constitution ne serait pas passée. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés à cette idée de voter le président directement par le peuple. Donc, il ne voulait pas de conflit, donc il ne l'a pas mis. Ensuite, il y a à l'époque le poids très important du Parti communiste, et nous sommes en pleine guerre froide, etc. Donc c'était
compliqué, hein. Mettre l'élection directe, c'était le risque d'avoir un président communiste. Parce qu'il faut vous rendre compte qu'après la guerre, la première force politique en France, c'est le Parti communiste. Alors quand on dit ça aujourd'hui, ça prête à sourire, mais c'était une force politique importante. Ensuite, il y a aussi une autre raison, mais qui n'est pas très avouable. Mais il y a une raison, c'est que en 1958, il y a encore des colonies. Vous voyez? Donc si on met l'élection directe, ça veut dire que les colonies peuvent voter directement pour choisir le président. Alors là, on aurait pu avoir un président issu des colonies, par exemple. Ou on aurait pu avoir un président qui serait élu par des Français qui allaient rapidement cesser de l'être, puisqu'il y avait l'indépendance en cours. Donc pour toutes ces raisons, il n'a pas mis l'élection du président au suffrage universel direct dès 1958. Par contre, l'élection viendra en 1962. C'est en 1962 que on va par référendum modifier la Constitution en France pour que le président soit élu directement par le peuple. Alors, qu'est-ce qui change en 1962? Alors, rapidement, hein, en 1962, le général de Gaulle va subir un attentat, hein, ce qu'on appelle l'attentat du Petit Clamart. Il va subir un attentat, mais il va survivre à cet attentat. Et là, le général de Gaulle va dire, vous voyez, j'ai subi un attentat, j'aurais pu mourir dans cet attentat. Et si je meurs, et si j'étais mort, on m'aurait remplacé par quelqu'un qui évidemment n'est pas le général de Gaulle, qui n'a pas la même légitimité que moi, qui n'a pas la même autorité que moi, et donc il aura du mal à faire gouverner la France. Parce que le général de Gaulle, il a la légitimité historique. Le général de Gaulle, il n'a besoin de rien d'autre que de s'appeler de Gaulle pour avoir une légitimité. Juste le fait de s'appeler le général de Gaulle, il a une légitimité, une autorité. Mais les autres qui vont venir après lui, ils ne sont pas le général de Gaulle. Donc ils vont souffrir de manque de légitimité. Et donc de Gaulle dit, le seul moyen pour qu'il ne manque pas de légitimité, c'est que le peuple les choisisse directement. Voilà pourquoi on a mis l'élection directe en France. C'était pour donner au président de la République une légitimité. Le président de la République, donc il est élu au suffrage universel direct, il a, dans la Constitution, il a 6 missions. Les 6 missions du président de la République en France, ils sont prévus à l'article 5. Alors, quelles sont ces missions? Le président de la République, première mission, il doit faire respecter la Constitution. Donc, le président de la République veille au respect de la Constitution. Ça, c'est sa première mission. Faire respecter la Constitution. Alors vous voyez que en fait il y a 2 gardiens de la Constitution. Il y a le président de la République et il y a le juge constitutionnel. Le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est sa première mission. Deuxième mission, il doit s'assurer du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Troisième mission, il doit s'assurer de la continuité de l'État. Quatrième mission, il doit garantir l'indépendance nationale. Cinquième mission, il doit protéger l'intégrité du territoire. Et enfin, sixième mission, il doit faire respecter les traités que la France a signés. Donc il y a 6 missions. 6 missions, faire respecter la Constitution, assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, assurer la continuité de l'État, garantir l'indépendance de la nation, protéger l'intégrité du territoire et faire respecter les traités. 6 missions. Dans ces 6 missions, il ne peut faire respecter ces 6 missions que par l'arbitrage. Voilà, c'est le seul moyen qu'on l'a donné, l'arbitrage. Par l'arbitrage, il doit faire respecter, il doit assumer ces 6 missions. Donc, ça sont les missions du président, hein. Mais le président, il a aussi des pouvoirs. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les missions et les pouvoirs. Donc, les missions, d'accord, les missions, c'est veiller au respect de la Constitution, assurer le fonctionnement régulier des institutions, assurer la continuité de l'État, garantir l'indépendance de la nation, protéger l'intégrité du territoire et assurer l'exécution des traités. Maintenant, pour faire respecter ces missions, il a des pouvoirs prévus dans la Constitution pour qu'il puisse assumer ce pouvoir. Alors, normalement, on distingue 2 types de pouvoirs. Le président a ce qu'on appelle des pouvoirs propres et il a ce qu'on appelle des pouvoirs partagés. Alors, il n'y a pas dans la Constitution, il n'y a pas un article qui dit voici les pouvoirs propres du président ou voici les pouvoirs partagés du président. Il n'y a aucun article qui le dit. Mais il y a un article 19
dans la Constitution. Et cet article 19 de la Constitution prévoit que euh, tous les actes du président, sont soumis à contre-seing du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, sauf les pouvoirs de l'article 8, de l'article 11, de l'article 12, de l'article 54, de l'article 61, etc. Donc, la Constitution nous dit qu'il y a des pouvoirs du président que le président ne peut exercer que si il a le contre-seing du Premier ministre et du gouvernement. Et en face, il a des pouvoirs auxquels il peut exercer seul. Il n'a pas besoin de contre-seing. Donc, qu'est-ce que c'est que le pouvoir propre du président? Ce sont les pouvoirs que le président peut exercer seul, sans besoin de contre-seing de quiconque. C'est ça qu'on appelle un pouvoir propre. Le pouvoir partagé, à l'inverse, c'est un pouvoir que le président dispose, mais qu'il ne peut exercer que parce qu'il a obtenu le contre-seing des autres ministres. Alors, les pouvoirs propres, le président a 8 pouvoirs propres dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il a 8 pouvoirs qu'il peut exercer seul. Là, vous voyez que ce n'est pas grand-chose. 8 pouvoirs, c'est rien du tout. Donc, il a 8 pouvoirs qu'il peut exercer seul, ce qu'on appelle les pouvoirs propres du président de la République. Donc, premier pouvoir propre du président, article 8, alinéa 2, le président nomme le Premier ministre. Donc, nommer le Premier ministre, c'est un pouvoir propre. Il l'exerce seul, il n'a besoin de l'avis de personne, il n'a besoin du contre-seing de personne. C'est un pouvoir propre. Le président nomme le Premier ministre. Pouvoir propre. Il a un autre pouvoir propre, le président de la République dissout le Parlement. Le pouvoir de dissolution du Parlement, c'est un pouvoir propre. Quand le président exerce le pouvoir de dissolution, il l'exerce seul. Il n'a besoin du contre-seing de personne. Et d'ailleurs, le décret, parce qu'il dissout le gouvernement par décret, et bien ce décret, on ne peut pas le contrôler. C'est un pouvoir propre. Autre pouvoir propre, le référendum. Seul le président de la République peut convoquer un référendum. C'est un pouvoir propre. Il l'exerce seul et il n'a besoin de contre-seing de personne. La nomination des membres du Conseil constitutionnel, c'est un pouvoir propre. La saisine du Conseil constitutionnel, c'est un pouvoir propre. Et puis surtout, sans doute, le pouvoir propre par excellence, les pouvoirs de l'article 16 de la Constitution. C'est-à-dire la possibilité pour le président d'exécuter, de prendre les mesures exceptionnelles. Vous savez, c'est un peu l'article 16, c'est un peu l'article 12-3 que le président Azali a utilisé en avril 2018 pour prendre les mesures exceptionnelles et transférer les compétences de la Cour suprême à la Cour constitutionnelle. Et bien cet article 12-3, ancien article 12-3 de la Constitution, et bien cet article c'est un copier-coller de l'article 16 de la Constitution française. Et cet article 16 de la Constitution française, ça donne un pouvoir propre au président de la République. Si la République est menacée de manière grave et immédiate, le président prend les mesures exceptionnelles qui sont justifiées par la situation. Il le prend seul. Il apprécie seul les conditions. Comme on dit, c'est un homme seul qui, face à une situation qu'il apprécie seul, décide de se donner seul les pouvoirs pour lui tout seul. Voilà, c'est ça les pouvoirs propres, les pouvoirs exceptionnels, pardon, de l'article 16. L'article 16 a été utilisé en France qu'une seule fois, c'est par le général de Gaulle. Et depuis, ça n'a plus été utilisé, mais ça existe dans la Constitution. Donc ça, ce sont les pouvoirs propres. Donc je reprends, qu'est-ce qu'un pouvoir propre? C'est un pouvoir que le président peut exercer sans besoin de contre-seing. Il l'exerce seul. En face des pouvoirs propres, le président de la République a des pouvoirs partagés. Des pouvoirs que s'il exerce, il a besoin du contre-seing du Premier ministre. Il ne peut pas l'exercer seul. Il a besoin des ministres. Par exemple, le droit de faire grâce est un pouvoir partagé. Le président a le droit de faire grâce, mais il ne peut pas le faire seul. S'il veut faire grâce, il a besoin du contre-seing au moins du ministre de la Justice. Donc ça, c'est un pouvoir qui est partagé. Voilà. Donc, ça, ce sont les pouvoirs du président de la République et puis ses missions. Le président est élu pour un mandat de 5 ans. D'accord ? Il est élu pour un mandat de 5 ans. Alors, contrairement à ce qu'on croit, en France, il n'y a pas de limitation des mandats, au sens où on le croit. Parce qu'on pense toujours qu'en France, on peut faire que 2 mandats. C'est pas vrai. En France, on peut faire autant de mandats qu'on veut. On peut en faire 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas de limitation des mandats. D'accord ? La seule limitation des mandats qui existe en France, c'est la limitation des mandats consécutifs. On ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs.
C'est ça qui est limité, ce sont les mandats consécutifs. En gros, si vous faites un mandat, vous pouvez faire un deuxième, mais vous ne pouvez pas faire un troisième tout de suite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un troisième mandat consécutif. Par contre, vous faites un mandat, ensuite vous renouvelez votre mandat, vous faites un deuxième, et bien vous pouvez vous retirer, 5 ans passent, et ensuite vous revenez, vous vous représentez, et vous pouvez vous faire réélire. Donc il n'y a pas de limitation des mandats. La limitation des mandats, c'est la limitation des mandats consécutifs. Donc ça, c'est très important. Le président de la République est élu pour un mandat. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc c'est ça qui est interdit en France, ce sont les mandats consécutifs. Mais vous pouvez faire 3, 4, 5, 6 à partir du moment dans lequel il n'y a pas 2 consécutifs, plus de 2 consécutifs. Donc ça, c'est le président de la République. Maintenant, on va passer au Premier ministre et au gouvernement. Alors, le gouvernement, lui, sa mission, elle est prévue à l'article 20 de la Constitution. Alors, l'article 20 de la Constitution prévoit les pouvoirs du gouvernement, les missions du gouvernement, pardon, pas ses pouvoirs, les missions. Alors, les missions du gouvernement, c'est lesquelles? L'article 20 dit, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Donc ça, c'est la mission du gouvernement. Quelle est la mission du gouvernement en France? Sa mission, c'est de déterminer et de conduire la politique de la nation. Alors, vous voyez que ça, c'est très important parce que de l'extérieur, on pourrait penser que c'est le président de la République qui décide de la politique. Alors qu'en réalité, au regard du texte, c'est le gouvernement, autrement dit, c'est le Premier ministre. C'est le gouvernement, donc le Premier ministre, qui détermine la politique et qui conduit la politique. Ça, c'est la mission du gouvernement, mission qui est donnée à l'article 20 de la Constitution. Alors, le gouvernement de la Ve République a un chef, qui est le Premier ministre. Donc, le Premier ministre, il est nommé. C'est un pouvoir propre, rappelez-vous, le président nomme le Premier ministre, il n'a de compte à rendre à personne, il nomme le Premier ministre. Mais, en réalité, ce n'est pas un pouvoir si propre que ça. Nommer le Premier ministre, ça ne veut pas dire que le président est libre de nommer le Premier ministre comme il veut, malgré que ça soit un pouvoir propre. Il y a des choses qui pourraient l'empêcher de choisir le Premier ministre comme ça, de manière libre. D'accord ? Alors, première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de condition de nationalité, etc. Pas de condition de nationalité, pas de condition d'âge, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un Premier ministre hongrois en France, il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a pas de condition de nationalité. Ça, c'est important. Alors, il faut aussi savoir que pour nommer un Premier ministre, écoutez bien, pour nommer un Premier ministre, il faut que le poste soit vacant. Tant qu'il y a un Premier ministre, on ne peut pas nommer un Premier ministre. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, il y a un Premier ministre qui s'appelle Édouard Philippe. Eh bien, le président de la République ne peut pas nommer un Premier ministre. Tant que Édouard Philippe est Premier ministre, tant que le poste est occupé, on ne peut pas nommer. Pourquoi? Parce que le pouvoir que le président dispose, c'est uniquement le pouvoir de nommer le Premier ministre. Uniquement. Le président n'a pas le pouvoir de révoquer le Premier ministre. C'est pas possible. Une fois qu'il a nommé le Premier ministre, c'est fini. Voilà. Il ne peut plus s'en débarrasser. Parce que la Constitution dit, le président nomme le Premier ministre. Point. Il ne peut pas révoquer le Premier ministre. D'accord? Il n'y a qu'une seule manière pour un Premier ministre de partir. C'est soit par sa démission volontaire, soit par la motion de censure. Donc, soit la démission volontaire, donc lui-même démissionne, soit la démission provoquée par une motion de censure au Parlement. Mais à part ça, le Premier ministre, le président ne peut pas le chasser. Par exemple, vous avez vu quand le président est élu, vous avez vu M. Macron, il est élu, voilà. Donc quand il est élu, je crois, le 7 mai 2017, je crois. Donc le 7 mai 2017, quand Emmanuel Macron est élu président, il y a un Premier ministre en France qui s'appelle Bernard Cazeneuve. Un Premier ministre qui a été nommé par le président précédent, c'est-à-dire par François Hollande. Eh bien Bernard Cazeneuve, il aurait bien pu dire « je reste là, je suis le Premier ministre, je ne bouge pas ». Il n'y a aucun moyen pour Macron de dire « part ». Parce que le président ne peut pas révoquer le Premier ministre. Donc Bernard Cazeneuve aurait pu dire « je reste, voilà, je suis le Premier ministre, tant pis, je m'en fous, je reste ». Mais parce que nous sommes dans un État démocratique,
tous les premiers ministres, par courtoisie républicaine, au lendemain d'une élection, ont toujours démissionné. Hein. Bernard Cazeneuve, évidemment, a démissionné. Mais il a démissionné de sa volonté. S'il avait dit je reste, eh bien, il serait resté. Voilà. Donc, il faut retenir que le pouvoir du président, c'est de nommer le Premier ministre. Il n'a pas de pouvoir de révocation. Mais vous comprenez, le président est élu directement par le peuple. Même s'il n'a pas le pouvoir de révocation, il peut très bien mettre la pression sur le Premier ministre et le demander de partir. Mais ça, c'est de la politique, ce n'est plus du droit. Juridiquement, au regard du droit, le président ne peut que nommer le Premier ministre, il ne peut pas le révoquer. Donc, le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Et le gouvernement a pour mission de déterminer et de conduire la politique de la nation. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapport entre le président et le Premier ministre. Parce que ce n'est pas évident d'avoir un pouvoir exécutif avec deux têtes. Hein. C'est très compliqué d'avoir deux chefs. Parce que vous voyez, nous, aux Comores, on a un seul chef de l'État. Voilà. Donc on a un chef. Voilà. Bon, on ne se pose pas trop la question. Mais en France, il y a deux têtes à l'exécutif. Alors, pour répondre à la question de Achraf le sceptique sur pourquoi Jean-Pierre Raffarin n'a pas fini le mandat de Jacques Chirac, parce que Jean-Pierre Raffarin a démissionné. Voilà. Alors, c'est sûr que Jacques Chirac a dû lui dire il faut que tu démissionnes, etc. Il lui a mis la pression, mais ça, c'est de la politique. Juridiquement, Raffarin aurait pu dire je pars pas, je reste. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Parce que le président ne peut pas le révoquer. D'ailleurs, il y a une petite histoire qui dit que le général de Gaulle, quand il nommait un Premier ministre, il préparait une lettre de démission, il le faisait signer et il le disait quand je voudrais que tu partes, eh bien je ferai exécuter je ferai appliquer la lettre de démission. Voilà. Mais il ne peut pas faire révoquer un Premier ministre. Voilà. Donc, ça c'est le droit. La politique, elle est différente. Évidemment, vous êtes Emmanuel Macron, vous êtes élu au suffrage universel direct. C'est sûr que si vous mettez la pression à Édouard Philippe, si vous lui dites il faut partir, on va voir. Enfin, ça sera très compliqué pour Édouard Philippe de dire je pars pas. Vous voyez. Mais c'est de la politique encore une fois. Au regard du droit, le président ne peut que nommer, ne peut pas révoquer. Voilà. Ça c'est très important. Alors maintenant. Ce qui nous intéresse, donc, c'est le rapport entre le président de la République et le Premier ministre. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de relation. C'est très difficile d'avoir un exécutif avec deux têtes. Alors, comment ça fonctionne? Alors, en réalité, celui qui a le pouvoir, juridiquement, encore une fois, parce qu'en fait, il faut distinguer le droit et la pratique du droit. Juridiquement, celui qui a le pouvoir en France, juridiquement, c'est le Premier ministre, puisque la Constitution est claire, le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation, enfin le gouvernement le fait, donc lui. Ce n'est pas le président qui détermine la politique, c'est le gouvernement. Mais entre le président et le Premier ministre, la supériorité de l'un par rapport à l'autre dépendra de la situation au Parlement. Elle dépendra de la situation majoritaire. C'est pour ça qu'il faut distinguer deux situations très importantes pour comprendre les relations entre le président et le Premier ministre. Il y a d'un côté la situation qu'on appelle la situation de concordance des majorités. Et puis, il y a la situation de cohabitation des majorités. Donc la concordance des majorités, la cohabitation des majorités. Alors, qu'est-ce que c'est que la concordance des majorités? La concordance des majorités, c'est lorsque le président de la République a la majorité au Parlement. C'est-à-dire lorsque la majorité au Parlement elle a la même couleur politique que le président. Là, on dit qu'il y a concordance des majorités. Par exemple, en France, aujourd'hui, on a une concordance des majorités, puisque la majorité au Parlement a la même couleur politique que le président de la République. Le président de la République est du mouvement de la République en marche, la majorité au Parlement est du mouvement de la République en marche. Donc, il y a une concordance des majorités. Je répète, qu'est-ce que c'est que la concordance des majorités? La concordance des majorités, c'est lorsque la majorité au Parlement, elle a la même couleur politique que le président de la République. Voilà. Donc ça, c'est la situation de concordance des majorités. Alors, en face, il y a la cohabitation des majorités. Ça veut dire quoi? La cohabitation, eh bien, c'est l'inverse. La cohabitation, c'est lorsque
la majorité au Parlement est d'une couleur politique différente du président. Par exemple, c'est le cas où vous avez un président de gauche et puis vous avez une majorité de droite. Ou un président de droite et une majorité de gauche. Là, on a une cohabitation des majorités. Donc, concordance, cohabitation. Le rapport entre le président et le Premier ministre dépendra de quelle situation majoritaire nous sommes. Donc, rappelez-vous l'article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ça, c'est la lettre de la Constitution. Qui c'est qui détermine la politique de la nation? C'est le gouvernement. Qui le conduit? C'est le gouvernement. Donc, au regard de la lettre, c'est le gouvernement, donc le Premier ministre, qui a le pouvoir en France, en vérité. Parce qu'en face de lui, il est un président de la République qui n'a rien. Il a 8 pouvoirs propres, c'est rien. Donc, en réalité, au regard de la lettre, encore une fois, c'est le gouvernement et le Premier ministre. Mais tout dépendra de la majorité. Si le président de la République, si on est en situation de concordance des majorités, c'est-à-dire on est dans une situation dans laquelle le président de la République a une majorité au Parlement, dans ce cas-là, le Premier ministre s'efface. Le président prend le dessus, parce que le président a une majorité au Parlement. Donc l'article 20, elle se modifie un peu. L'article 20 se modifie un peu en termes de concordance. C'est-à-dire quand l'article 20 dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, eh bien en réalité, quand on est en concordance des majorités, c'est le président qui détermine la politique et c'est le gouvernement qui conduit la politique. Le gouvernement ne détermine plus rien, il ne fait que conduire la politique déterminée par le président. Donc quand on est en concordance des majorités, lorsque le président a la majorité au Parlement, la lettre de la Constitution se modifie un peu. Voilà, elle se modifie. Ce n'est plus le gouvernement qui détermine la politique, c'est le président qui détermine la politique de la nation. Et le gouvernement ne fait qu'exécuter, ne fait que conduire la politique déterminée par le président. Donc, lorsqu'on est en concordance des majorités, encore une fois, c'est le président qui l'emporte sur le Premier ministre. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, Macron l'emporte clairement sur Édouard Philippe parce que voilà, il a la majorité au Parlement. Cette majorité lui doit tout. Donc, président, voilà, il est presque comme si il est le chef du gouvernement. Hein. Vous savez, c'est Sarkozy qui disait vous croyez que j'ai été élu, pourquoi faire? Si j'ai été élu, c'est pour gouverner, a-t-il dit. Vous voyez, cette phrase, Sarkozy a dit si j'ai été élu, c'est pour gouverner. Vous voyez, cette phrase, elle est juridiquement fausse. Puisque celui qui gouverne, c'est-à-dire celui qui détermine et qui conduit la politique, c'est le Premier ministre et le gouvernement. Donc juridiquement, la phrase, elle est fausse. Mais politiquement, lorsqu'on est en concordance des majorités, la phrase est vraie. Quand le président a une majorité au Parlement, il détermine la politique. Et le gouvernement ne fait que conduire la politique. Par contre, si on est en situation inverse, si on est dans la situation de cohabitation des majorités, si on est dans une situation de cohabitation, c'est-à-dire si le président n'a pas la majorité au Parlement, alors dans ce cas-là, c'est le Premier ministre qui l'emporte. C'est le Premier ministre qui prend le dessus sur le président de la République. Parce que lorsqu'il y a une concordance des majorités, le président de la République ne peut plus nommer le Premier ministre qu'il veut. Il ne peut plus. Il sera obligé de nommer un Premier ministre du camp d'en face. Il sera obligé de nommer un Premier ministre d'un autre parti. Parce qu'il n'a pas la majorité. Il est obligé de nommer un Premier ministre de la majorité du Parlement. Alors on pourrait se dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument nommer un Premier ministre de la majorité? Eh bien, tout simplement parce que le régime est parlementaire. Si le président de la République, si on est le président de la République et qu'on n'a pas de majorité, on est obligé de nommer un Premier ministre de la majorité. Parce que si je nomme le Premier ministre que je veux, dès qu'il ira au Parlement, il va se faire censurer. Parce qu'il n'a pas de majorité. Et donc il est obligé, le président est obligé de se coucher et de prendre le Premier ministre du camp d'en face. Ça, c'est la preuve, la cohabitation, c'est la preuve que la Ve République est un régime parlementaire. D'accord? Il ne faut pas croire... Alors, il y en a qui vous disent ouais, c'est un régime semi-présidentiel. Alors ça, c'est totalement faux. Hein. Alors vous allez le lire dans les manuels, hein. Le régime, il est semi-présidentiel. Ça ne veut rien dire. Hein. Semi-présidentiel, ça ne veut rien dire. Parce que dans ce cas-là, pourquoi c'est pas semi-parlementaire? Pourquoi semi-présidentiel? Le régime est parlementaire. Le régime est parlementaire. Qu'est-ce que c'est qu'un régime parlementaire? C'est un régime dans lequel le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et en France, le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La cohabitation, c'est la preuve que le régime est parlementaire. C'est-à-dire qu'en France, le Premier ministre, le Premier ministre sera toujours de la même couleur politique que la majorité au Parlement. Toujours. Et pas nécessairement de la même couleur politique que le président. Alors en France, on a eu trois cohabitations en France. On a eu, on a eu la cohabitation de 86, après on a eu en 90, et puis dans les années 90, après on a eu la dernière cohabitation, c'est celle de 97, c'est la plus longue. Elle a duré 5 ans, jusqu'en 2000, en 2002. Voilà. Donc, lorsqu'il y a une cohabitation, le président s'efface. D'accord? Il reste à l'Élysée, dans son palais, là-bas. Et après, il décide plus de rien. Voilà, il peut rien faire. Il est obligé d'observer le gouvernement faire. Donc, en période de cohabitation, c'est là où vous vous rendez compte que celui qui a le pouvoir en France, c'est le Premier ministre. Hein. Dans la cohabitation en 97, Chirac, il décidait de rien. C'était Lionel Jospin. C'était le gouvernement de gauche. Le président était de droite, mais le gouvernement était de gauche parce que c'est la gauche qui avait la majorité au Parlement et c'était elle qui déterminait et qui conduisait la politique de la nation. Donc, dans la cohabitation, lorsqu'on est en cohabitation, l'article 20, vous vous rappelez, le gouvernement détermine et conduit la politique, l'article 20 redevient vrai. Le texte s'applique de manière entière quand on est en cohabitation. Donc ça, c'est les relations. C'est pour ça que lorsqu'on dit souvent le président de la République est la clé de voûte des institutions, et bien ça, c'est pas vrai. Vous savez, c'est une phrase que vous allez lire souvent dans les manuels. Hein. Vous allez lire, on va vous dire, le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. Et bien ça, c'est faux. La clé de voûte des institutions, c'est le Premier ministre. C'est lui la clé de voûte. Vous savez, la clé de voûte dans une construction, c'est le... Comment dire? La clé de voûte, quand vous construisez une maison, etc., la clé de voûte, c'est une sorte de pilier dans lequel se rencontrent toutes les forces, les murs, etc. Ils se rencontrent sur ce pilier. C'est ça la clé de voûte. Et la clé de voûte de la Ve République, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, il est entre le gouvernement et le président. Il est entre le gouvernement qu'il dirige et le président qu'il doit respecter parce que c'est lui qui l'a nommé. Ensuite, le Premier ministre est entre le Parlement et l'exécutif, puisque c'est lui qui est responsable. C'est lui qui va aller devant le Parlement, aller répondre de la politique. Et c'est lui qui détermine et qui conduit la politique de la nation. Donc véritablement, c'est lui qui est dépositaire du pouvoir. On va prendre un exemple. Lorsqu'il y a les attentats en novembre 2014, il me semble, enfin, vous avez vu, quand il y a eu les attentats, François Hollande, il est allé sur les lieux, il y avait les caméras, et il a dit devant les caméras, la première mesure que je vais prendre pour faire face à cette vague d'attentats terroristes, la première mesure que je vais prendre, c'est déclarer l'état d'urgence. Ce qu'il a d'ailleurs fait, puisqu'on a vécu pendant 2 ans dans ce pays sous état d'urgence. Mais vous voyez, quand il dit, il le dit lui, je vais déclarer l'état d'urgence, tout le monde qui a écouté l'interview s'est dit oui, novembre 2015, pardon. Quand il a dit je vais déclarer l'état d'urgence, nous, téléspectateurs lambda, quand on est devant notre télé, on se dit oui, c'est vrai, le président va déclarer l'état d'urgence. Eh bien en fait non. Cette phrase, vous voyez, elle est fausse juridiquement. Parce que celui qui déclare l'état d'urgence en France, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement. Donc imaginez le lendemain, il va en conseil des ministres, il dit je veux l'état d'urgence. Imaginez le Premier ministre dit non, je ne déclare pas l'état d'urgence. Et bien là, il aurait rien pu faire. Vous voyez? Parce que c'est encore une fois le Premier ministre qui est le dépositaire du pouvoir au regard du texte. Vous voyez? C'est lui qui déclare l'état d'urgence, c'est lui qui initie les lois, c'est lui qui initie le référendum. Ouais, c'est lui. Donc véritablement, comparé au Premier ministre, le président, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Si vous prenez les 8 pouvoirs propres du président de la République, il n'y a aucun pouvoir propre du président qui peut changer la vie des Français. Il n'y a rien. C'est pas avec ses pouvoirs qu'il peut faire une politique. Si le président devait se contenter de ses 8 pouvoirs propres, il ne serait rien, il ferait aucun, il ne pourrait pas faire de politique. Hein, parce que il nomme le Premier ministre, ok, bon, une fois qu'il l'a nommé, il se tait. Il a le pouvoir de dissolution, mais avec le pouvoir de dissolution, on ne fait pas une politique.
on ne fait pas une politique économique. C'est pas avec le pouvoir de dissolution. Vous voyez, donc c'est le Premier ministre qui est la clé de voûte des institutions. Mais bon, ça c'est le texte. D'accord. Le problème, c'est que dans la pratique, depuis 1962, et c'est sans doute pas un hasard, depuis 1962, il y a en France ce qu'on appelle le fait majoritaire. Depuis 1962, il y a le fait majoritaire, c'est-à-dire que euh, le président a toujours eu une majorité au Parlement, et que donc le fait majoritaire fait que en réalité le président de la République il décide un peu de tout. Oui. Mais bon, ça on verra quand on étudiera le Parlement. Voilà, donc c'est un poste très difficile, le poste de Premier ministre. Alors, aucun Premier ministre en exercice n'a été élu président de la République, ça n'a jamais marché. Alors, tous ceux qui vont à Matignon ont toujours... quand vous êtes à Matignon, vous vous rendez compte que le texte vous donne... le pouvoir. Imaginez, vous êtes le Premier ministre. Vous vous rendez compte que le texte vous donne le pouvoir, mais en pratique, vous ne pouvez pas l'exercer. Alors évidemment, ça vous donne des ambitions. Vous avez envie d'aller à l'Élysée. Et eh bien, l'histoire constitutionnelle a démontré qu'aucun Premier ministre en exercice n'a été élu président de la République. C'est-à-dire que si vous voulez aller à l'Élysée, il faut éviter Matignon. Si vous visez le palais, il faut éviter l'hôtel, comme disait Guy Carcassonne. Parce que l'hôtel Matignon, il y a une sorte de malédiction. Voilà, si vous êtes à Matignon, vous ne gagnez pas. Vous avez vu Edouard Balladur, Premier ministre en exercice, il a perdu l'élection présidentielle. Lionel Jospin, Premier ministre en exercice, il a perdu l'élection. Manuel Valls, Premier ministre en exercice, il n'a même pas gagné les primaires. Donc, vous voyez, c'est un poste très, très difficile. Voilà. Donc, le rapport entre le président et le Premier ministre dépendra de la situation majoritaire. Si on est en concordance, c'est le président qui l'emporte. Si on est en cohabitation, c'est le Premier ministre qui l'emporte. Voilà. Donc ça, c'est le pouvoir exécutif. Maintenant, on va passer au pouvoir législatif, donc au Parlement. Alors, le Parlement, c'est assez génial parce que vous vous rappelez que le président de la République, il a un article dans la Constitution qui écrit noir sur blanc ses missions. C'est l'article 5. Nous en avons parlé. L'article 5 donne les missions du président. Ensuite, nous avons vu que le gouvernement aussi a un article dans la Constitution qui donne ses missions. L'article 20 de la Constitution. Le Parlement, lui, il n'a pas eu cette chance. Pendant très longtemps, le Parlement n'avait pas d'article qui prévoyait les missions du Parlement. Il n'y avait rien qui disait quelles étaient les missions du Parlement. Il n'y avait rien dans la Constitution. C'était pas parce que en fait ceux qui ont imaginé la Constitution de la Ve République, c'était pas leur problème, le Parlement. Au contraire, ils ont tout fait pour réduire le pouvoir du Parlement. Donc ils n'ont même pas pris la peine de prévoir dans la Constitution un article qui prévoit la mission du Parlement. Donc il y avait 0 article. Il n'y avait rien qui nous disait le Parlement doit faire ceci, le Parlement doit faire cela. Il y avait 0 mission, 0 article. Et comment est-ce qu'on faisait alors pour savoir quelle était la mission du Parlement dans la Constitution? Eh bien, on le déduisait de l'article 34 de la Constitution, qui est l'article qui prévoit les domaines de la Constitution. Et dans cet article, il y avait un passage qui disait que la loi est votée par le Parlement. Voilà, la loi est votée par le Parlement. Alors, comme la loi est votée par le Parlement, en droit, on déduisait donc que c'était sa mission. La mission, c'était de voter la loi. Voilà. Donc, on le déduisait de cet article. Mais cet article c'était pas correct. Ouais, cet article, c'était une faute, en fait, dans la Constitution. Vous savez que dans la Constitution française, il y a des erreurs qui sont d'ailleurs pas corrigées depuis. Vous avez l'une des plus belles erreurs qu'il y a dans la Constitution, c'est l'article 20 de la Constitution. L'article 20 de la Constitution dit... Vous savez, l'article qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique, ça c'est l'alinéa 1er. Après, il y a un alinéa 2 dans cet article qui dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. La preuve qu'on est dans un régime parlementaire.
Donc l'article 20 dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ben, vous voyez, ça c'est une faute qui est dans la Constitution, qui n'a jamais été corrigée. La Constitution a été révisée 24 fois. Ils n'ont jamais corrigé cette faute. Parce que dire que le gouvernement est responsable devant le Parlement, comme dit l'article 20, c'est une faute. C'est pas vrai. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement. Parce que le Parlement en France, il a deux chambres. L'Assemblée nationale, le Sénat. Si vous dites que le gouvernement est responsable devant le Parlement, ça signifierait que le gouvernement est à la fois responsable devant l'Assemblée et devant le Sénat, ce qui est faux. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. Il n'est responsable que devant l'Assemblée nationale. Donc en réalité, cet article 20 aurait dû être rédigé de la manière suivante. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais dire que le gouvernement est responsable devant le Parlement, ça c'est une faute, c'est pas vrai. Mais bon, le texte, ils l'ont pas corrigé, c'est toujours là. Alors, sur les missions, donc il a fallu attendre la révision constitutionnelle de 2008 pour que, pour la première fois en France, un article prévoit dans la Constitution les missions du président. Donc c'est l'article 24 désormais, hein, depuis 2008, c'est désormais l'article 24 de la Constitution qui prévoit les missions du Parlement. Donc, qu'est-ce que le Parlement a comme mission? Alors cet article 24 nous apprend que le Parlement vote la loi. Donc le Parlement vote la loi et le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Donc le Parlement a deux missions, voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Deux missions. Alors, on va voir d'abord sa mission donc, de voter la loi, ce qu'on appelle la fonction législative, et ensuite la mission de contrôler le gouvernement, qui est donc la fonction de contrôle. Donc, dans sa fonction législative, on va passer très vite. Hein. Dans la fonction législative, le Parlement vote la loi. C'est normal, hein, c'est la moindre des choses, hein, c'est le pouvoir législatif. Donc, il vote la loi. Alors, comment est-ce qu'il exerce ce pouvoir, cette fonction législative? Alors, on ne va pas pouvoir détailler toute la procédure, mais pour faire simple, pour qu'une loi existe, donc de l'idée jusqu'à la promulgation, donc il y a des étapes, hein, ce qu'on appelle la procédure législative. Donc d'abord, il y a l'initiative, hein, qui a l'initiative de la loi, hein, qui peut décider qu'il faudrait faire une loi. Donc il y a deux autorités qui ont l'initiative de la loi. C'est d'abord le Premier ministre, il a l'initiative de la loi, et les parlementaires. Vous voyez que le président n'est pas cité. Hein. Le président n'a pas l'initiative de la loi. Hein. Quand le président dit on va faire une loi sur telle, lui n'a pas l'initiative de la loi. L'initiative de la loi, c'est le Premier ministre qui l'a, et c'est les parlementaires. Lorsque l'initiative vient du Premier ministre, on dit que c'est un projet de loi, et lorsque l'initiative vient du Parlement, on dit que c'est une proposition de loi. Donc projet de loi lorsque l'initiative vient du Premier ministre, proposition de loi lorsque l'initiative vient du Parlement. Là, vous voyez déjà la différence, hein, rien que dans le nom. Parce qu'un projet, c'est mieux qu'une proposition. Quand vous dites un projet, c'est presque quelque chose qui va se réaliser, ou on va faire en sorte de réaliser. Alors qu'une proposition, c'est une simple proposition. Voilà. Donc, une fois que... Alors, quand l'initiative vient du gouvernement, on dit c'est un projet de loi. Le projet de loi, il est discuté en Conseil des ministres. Imaginons par exemple, on a envie de faire une loi pour, je sais pas moi, pour interdire la fessée, par exemple. Donc le gouvernement a l'initiative de la loi. Le Premier ministre va présenter ce qu'on appelle un avant-projet en Conseil des ministres. On va discuter en Conseil des ministres de l'avant-projet de loi. L'avant-projet de loi sera renvoyé au Conseil d'État. Donc le Conseil d'État va rendre un avis sur l'avant-projet de loi. C'est un avis, donc par définition en droit, l'avis n'est que consultatif, elle n'est pas obligatoire, l'avis n'a pas de valeur contraignante. Donc le gouvernement peut très bien suivre l'avis ou ne pas le suivre, hein, c'est qu'un avis. D'ailleurs, l'avis n'est pas publié, sauf sur décision du gouvernement. D'ailleurs, il faudrait rendre hommage à François Hollande, parce que François Hollande, il a pris l'initiative de publier les avis du Conseil d'État. Et aujourd'hui, on les publie les avis du Conseil d'État sur les projets de loi. Donc, une fois que le Conseil d'État a rendu son avis, le gouvernement va aller déposer son projet de loi au Parlement. Alors, où est-ce qu'il dépose, puisqu'il y a deux chambres? Alors, normalement, le Premier ministre a le choix. Il peut déposer le projet de loi ou à l'Assemblée nationale ou sur le bureau du Sénat. C'est lui qui a le choix. Alors, il y a des exceptions. Hein. Il y a certaines lois qui ne peuvent être, certains projets qui ne peuvent être déposés d'abord que devant l'Assemblée. Et il y en a d'autres qui ne peuvent être déposés que devant le Sénat. Donc,
Par exemple, les projets de loi de finances, par exemple, ils sont obligatoirement déposés d'abord à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais en dehors de ces exceptions, le Premier ministre a le choix de l'Assemblée. Donc, imaginons qu'il a choisi, par exemple, l'Assemblée nationale. Le Premier ministre dépose le projet de loi à l'Assemblée nationale. Il va décider dans le décret quel est le ministre qui va défendre, qui va soutenir la discussion, hein, quel est le ministre qui va défendre le projet de loi. Et ensuite, une fois que le projet de loi est déposé dans le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et bien l'Assemblée nationale va transmettre ce projet de loi à une commission. Voilà. Et cette commission va discuter du texte. Il va l'amender. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a discuté en commission, on va aller en assemblée plénière. C'est-à-dire, alors, elle est dit assemblée plénière parce que normalement, en principe, tout le monde doit y siéger. Donc, on appelle ça l'assemblée plénière. Donc, on quitte la commission, on va en assemblée plénière. En assemblée plénière, on va discuter de la loi telle qu'elle a été, le projet de loi tel qu'il a été discuté en commission. Et c'est là où on propose les amendements, etc., dans la discussion. Normalement, le projet de loi est discuté article par article. Donc on vote, si par exemple le texte a 10 articles, on va discuter de l'article 1. Ensuite du 2, du 3, du 4, on va discuter article par article. Et si l'article a 4 alinéas, eh bien on va discuter alinéa par alinéa. Donc ça peut être très long. Surtout qu'on peut avoir des amendements. Vous avez vu tout le problème qu'il y a eu sur la loi retraite, les 40 000 amendements qui ont été déposés. Eh bien, si on discute, par exemple, si la loi a 10 articles et qu'il y a 10 amendements dans l'article premier, il va falloir voter les amendements d'abord et ensuite voter l'article premier. Ensuite, passer à l'article 2, voter les amendements de l'article 2 et ensuite passer à l'article 3 jusqu'à l'article 10. Et enfin, on va voter le texte dans son ensemble. Voilà. Alors là, je vous parle de 10 articles, mais il y a des projets de loi qui peuvent avoir 40, 50, enfin, vous imaginez, donc ça peut être très long. Et une fois que le texte a été adopté par l'Assemblée nationale, le texte doit être renvoyé à la deuxième chambre. Vous voyez, en France, il n'y a pas de chambre haute et de chambre basse. Hein. Ça aussi, c'est une erreur, on va dire, c'est une erreur terminologique. Hein. On n'est pas en Angleterre, hein. Il n'y a pas de chambre haute et de chambre basse. Il y a une première chambre et une deuxième chambre. Voilà. Donc, la première chambre, donc l'Assemblée nationale, va transmettre, va envoyer la loi telle qu'elle a été votée au Sénat. Et le Sénat va voter la loi. Pour qu'un projet de loi soit une loi, il faut que le ait été adopté en termes identiques par les deux chambres. Il faut que le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale soit le même que celui qui a été voté au Sénat. S'il y a une virgule qui change, la loi ne peut pas être adoptée. Il faut absolument que l'on tombe d'accord sur un texte identique entre les deux chambres. C'est pour ça qu'on fait la navette. Voilà. On va d'ici à là jusqu'à ce qu'on soit d'accord, jusqu'à ce qu'on tombe sur un texte. Et si on arrive à tomber d'accord sur un texte identique, donc le projet de loi est adopté, la loi doit être promulguée. Donc il y a l'initiative de la loi, le vote de la loi et ensuite la promulgation. Alors la promulgation de la loi, c'est un pouvoir propre du président de la République. Le président de la République promulgue la loi. Je ne suis même pas sûr que ce soit un pouvoir propre. Donc le président de la République va promulguer la loi. Alors là, il a deux possibilités. Il en a même trois. Soit il promulgue la loi, parce qu'il est d'accord, voilà, donc il promulgue la loi. Soit il n'est pas d'accord avec la loi, et dans ce cas-là, il peut demander une seconde lecture de la loi, une seconde délibération de la loi, soit, troisième alternative, il peut saisir le Conseil constitutionnel. Donc il y a trois alternatives à la promulgation. Soit il vote la loi, soit il promulgue la loi, soit il demande une alternative, soit il demande une seconde délibération de la loi, soit il saisit le Conseil constitutionnel. Alors, l'alternative, qui consiste à demander une seconde délibération de la loi, ce n'est pas un droit de veto. Hein, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, le président a un droit de veto. En France, le président n'a pas de droit de veto sur la loi. Tout ce qu'il peut faire, c'est demander une seconde délibération de la loi. Alors, qu'est-ce que c'est que la seconde délibération de la loi ? Ça veut dire que le président de la République, une fois que la loi arrive sur son bureau, il va dire je promulgue pas, je demande une seconde délibération. La seconde délibération, c'est recommencer la procédure législative depuis le début. Vous voyez ? Alors, souvent, les parlementaires, ils n'ont pas envie de tout recommencer parce que parfois c'est long. Donc, souvent,
demander une seconde délibération de la loi, ça peut ressembler à un droit de veto. Parce que les parlementaires peuvent ne pas avoir envie de tout recommencer la procédure, quoi. Ils sont fatigués. Alors, c'est très rare de demander une seconde délibération, mais c'est possible, hein, c'est prévu par la Constitution. Ou bien, il saisit le Conseil constitutionnel et il demande à ce que le Conseil constitutionnel contrôle la loi. Et une fois que la loi a été promulguée, ça ne suffit pas pour en faire une loi. La loi votée n'est pas une loi, la loi promulguée n'est pas encore une loi n'est une loi que si elle est votée, promulguée et publiée au journal officiel. Donc il faut satisfaire à l'obligation de publication de la loi. Alors pourquoi est-ce qu'on publie la loi? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Alors nul n'est censé ignorer la loi, ça ne veut pas dire que vous devez connaître toutes les lois, hein. C'est pas ça. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on appelle en droit une présomption. C'est-à-dire que vous êtes présumé connaître toutes les lois. C'est une présomption. Vous êtes présumé connaître toutes les lois. Alors, il y a deux types de présomptions en droit. Il y a la présomption simple et la présomption irréfragable. Une présomption simple, c'est une présomption que vous pouvez renverser si vous apportez la preuve contraire. C'est ça une présomption simple. Une présomption simple, c'est une présomption qu'on peut renverser si on apporte la preuve contraire. Par exemple, la présomption d'innocence, c'est une présomption simple. Si vous apportez la preuve de la culpabilité, eh bien la présomption va tomber. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une présomption simple. C'est une présomption qui peut tomber si vous apportez la preuve contraire. Par contre, la présomption irréfragable, c'est une présomption qui ne peut pas tomber, même si vous apportez une preuve contraire. Voilà. C'est ce qu'on appelle une présomption irréfragable. C'est une présomption qu'on ne peut pas renverser. Et donc, le fait qu'on présume que vous connaissez toutes les lois, c'est une présomption irréfragable. Vous ne pouvez pas renverser cette présomption. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on publie la loi. C'est-à-dire qu'on part du principe que parce que la loi a été publiée au journal officiel, alors tout le monde est au courant de la loi. Et donc, on part de ce principe-là pour dire nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui pose problème aux Comores, par exemple, parce que bon, je ne sais pas si le journal officiel est publié, je ne sais pas si les lois sont publiées, etc. Donc, si on ne satisfait pas à l'obligation de publication de la loi, il est très difficile de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Voyez. Donc, il faut que la loi soit votée, soit promulguée, et puis il soit publié, et là, la loi devient la loi de la République. Donc ça, c'est la fonction législative. Le Parlement a une fonction qui est une fonction très importante, qui est la fonction de contrôle cette fois. Il vote la loi, mais il contrôle l'action du gouvernement. Alors, la fonction de contrôle, elle est prévue dans la Constitution à l'article 49. L'article 49 a 5 alinéas, donc il y a 5 manières d'engager la responsabilité du gouvernement. Alors, d'abord, on contrôle le gouvernement. En fait, il y a ce qu'on appelle les contrôles sans sanction et les contrôles avec sanction. Donc le contrôle sans sanction, c'est-à-dire qu'on peut contrôler le gouvernement, mais il n'y a aucun risque pour lui. Alors, on ne peut pas le censurer. Et le contrôle avec sanction, c'est un contrôle risqué pour le gouvernement puisqu'on peut le censurer. Donc le contrôle sans sanction, c'est essentiellement le contrôle qui se fait par les questions et par les commissions d'enquête. Par les questions d'abord, hein, c'est ce qu'on appelle les questions d'actualité, hein, c'est la partie la plus connue, hein, c'est la partie la plus connue de la fonction de contrôle, puisqu'elle a lieu tous les mardis, tous les mercredis, elle est diffusée à la télé, hein, vous pouvez voir cette séance de questions au gouvernement. Donc cette séance aux questions au gouvernement, c'est, on va dire, c'est la formule la plus connue. Hein. Alors, je reviens, je recharge l'ordi. Voilà. Donc l'ordinateur est chargé, il ne va pas s'éteindre. Donc la fonction de contrôle, le contrôle sans sanction, essentiellement, on le voit à la télé par les questions au gouvernement. Donc les questions au gouvernement ont lieu tous les mardis et les mercredis. D'ailleurs, comme par hasard, c'est le jour où l'Assemblée est pleine. C'est le jour où il y a les questions au gouvernement, hein, c'est le mardi et le mercredi. Après, les députés disparaissent, se volatilisent. Bon. Ils sont à peu près 400 à ce moment-là. Ils sont 577, hein, mais à ce moment-là, ils sont pleins parce qu'il y a la télé, c'est diffusé, etc. Les gens viennent un peu pour faire le show. Donc ces questions au gouvernement, ça c'est la fonction de contrôle. On pose les questions d'actualité au gouvernement pour que le gouvernement réponde. Voilà, fonction de contrôle.
Ensuite, il y a les commissions d'enquête ou les missions d'information. Alors, les commissions d'enquête, eh bien, on va créer une commission pour qu'elle enquête sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le Parlement a le droit de contrôler la totalité de toutes les administrations et la totalité de toute l'action politique du gouvernement par les commissions d'enquête. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez le voir sur Internet, il y a une mission d'information parlementaire qui a été créée sur le coronavirus. Et il y avait le Premier ministre et le ministre de la Santé qui étaient auditionnés devant cette mission d'information pour rendre des comptes, pour expliquer comment est-ce qu'ils ont organisé la lutte contre le coronavirus. Eh bien ça, c'est une fonction de contrôle du Parlement. Le Parlement exerce sa fonction de contrôle par cette mission d'information parlementaire. Mais c'est un contrôle sans sanction. C'est-à-dire que peu importe ce qui va sortir de la commission d'enquête, peu importe les réponses aux questions, de toute façon, on ne va pas les censurer. Voilà. Donc, c'est un contrôle sans sanction. Ensuite, il y a le contrôle avec sanction, c'est-à-dire le contrôle qui va aboutir à la censure du gouvernement. Donc, la censure du gouvernement, c'est, on va dire, le contrôle avec sanction. Alors, pour la sanction, c'est la motion de censure ou bien la motion de défiance. Alors, vous avez vu, il y a un article 49 de la Constitution. Cet article 49, il a 5 alinéas, je vous ai dit. Donc, dans le premier alinéa de l'article 49, il est dit que le Premier ministre peut aller devant le Parlement, faire une déclaration de politique générale, et après, on vote. C'est ce qu'on appelle la déclaration de politique générale. Ouais, le Premier ministre qui fait un discours devant le Parlement, déclaration de politique générale. Cette déclaration de politique générale, le Premier ministre va le faire pour expliquer sa politique et demander au Parlement de lui donner la confiance parlementaire. Vous voyez? Parce qu'il est responsable devant le Parlement. Donc il ne peut faire la politique que celle qui est acceptée par la majorité du Parlement. Donc ça, c'est première fonction de contrôle. On peut contrôler par la motion de défiance. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'il a fini son discours de politique générale, on va faire un vote. Si le Parlement n'est pas convaincu par la politique générale, il peut voter la motion de défiance. C'est-à-dire il ne lui donne pas la confiance pour qu'il gouverne. Alors, il dit, voilà, gouverne, je ne te donne pas la confiance. Alors, vous voyez qu'ici, c'est différent. La motion de défiance est différente de la motion de censure. Parce que la motion de défiance, elle intervient avant même que le gouvernement exerce une politique. Le gouvernement n'a rien fait, pas encore, hein, il est au tout début, il n'a encore rien fait, mais il vient demander la confiance. Et nous, parlementaires, on a écouté la déclaration de politique et on dit non, on n'est pas très convaincu par la politique que tu veux mener, donc on ne te donne pas la confiance. Voilà, on vote une motion de défiance. Donc ça, c'est l'article 49, alinéa 1er. Alors, il faut savoir que les ministres ne sont pas obligés d'aller demander la confiance. L'alinéa 1er n'est pas obligatoire. Le gouvernement existe en France du seul fait d'avoir été nommé par le président. Ils n'ont pas besoin de la confiance parlementaire au début. D'accord? On n'est pas obligé d'aller demander. Mais tous les premiers ministres, depuis 1995, ont toujours fait cette déclaration de politique générale. Ils ont toujours demandé cette confiance. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ils l'ont toujours fait parce que c'est une manière de démontrer à la France qu'ils ont une majorité. Quand Manuel Valls venait d'être nommé, il a fait sa déclaration de politique générale, il n'était pas obligé, mais c'était une manière de démontrer à l'opinion que j'ai la confiance du Parlement. Édouard Philippe, quand il a été nommé par Macron, il a fait sa déclaration de politique générale, il n'était pas obligé, mais il l'a fait parce qu'il voulait encore une fois montrer qu'il avait une majorité. Donc ça, c'est l'article 1er, le 49 alinéa 1er. Ensuite, deuxième alinéa, l'article 49 alinéa 2. C'est ce qu'on appelle la motion de censure spontanée, celle de l'alinéa 2 de l'article 49. Le Parlement peut, un tiers des parlementaires peuvent déposer une motion de censure du gouvernement. Donc, la motion de censure, elle vient du Parlement, de un tiers des députés. Alors, ils sont 577, donc un tiers des députés, on va dire c'est 57,7, mais comme 0,7 de députés, on ne sait pas faire, donc on arrondit à 58. Donc, au moins 58 députés peuvent déposer une motion de censure. Ce n'est pas grand-chose, 58 députés. Donc, on peut très bien déposer une motion de censure. Donc, 58 députés déposent une motion de censure. Une fois qu'ils ont déposé la motion de censure, les 58 députés, la motion de censure, pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue
à la majorité absolue du Parlement. Donc, il faut une majorité absolue pour faire voter la motion de censure, pour que le gouvernement soit renversé. Mais il y a une petite subtilité. Quand on vote la motion de censure, quand on vote la motion de censure, euh, on ne comptabilise que les votes négatifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a 577 députés. Nous, on va aller voter la motion de censure. Il faut que la motion de censure ait la majorité absolue des voix. Mais on ne comptabilise que ceux qui sont contre le gouvernement, c'est-à-dire ceux qui sont pour la motion de censure. On ne comptabilise que la majorité absolue des votes négatifs. Il n'y a que ça qu'on comptabilise. La majorité absolue des votes négatifs. Donc des votes qui sont pour la motion de censure. Alors, c'est pour ça que c'est très compliqué de faire voter la motion de censure, parce que ça signifie que ceux qui votent contre la motion de censure, eh bien, ils sont d'accord pour que le gouvernement reste, mais surtout, tous ceux qui se sont abstenus, en réalité, ils l'ont fait en faveur du gouvernement, puisqu'on ne vote, qu'on ne compte que ceux qui sont pour la motion de censure. Voilà pourquoi la motion de censure est très compliquée à être adoptée. Elle a été adoptée en France qu'une seule fois, en 1962. Elle n'a jamais plus été adoptée en France. C'est très compliqué d'adopter une motion de censure parce que les gouvernements ont toujours eu la majorité. C'est très compliqué. Donc ça, c'est la motion de censure spontanée, c'est-à-dire la motion de censure qui vient du Parlement. Le Parlement n'est pas d'accord avec la politique que mène le gouvernement, il peut le censurer par une motion de censure. Mais, encore une fois, la procédure est compliquée, puisqu'on vote, on ne comptabilise que le vote négatif. Vous voyez, ça c'est un secret. Quand vous êtes juriste, si vous avez envie de prévoir un vote, mais que vous voulez être sûr que ce vote ne passera jamais, il faut prévoir une majorité absolue de votes négatifs. Celui-là, il est très difficile à réunir parce que les abstentions sont pour vous. Voilà, donc c'était un peu ça la subtilité de la motion de censure. Ensuite, on passe du coup à l'article 49 alinéa 3 qu'on appelle la motion de censure provoquée, hein, le fameux 49.3. Alors le fameux 49.3 hein, qui est l'alinéa 3 de l'article 49. Alors d'abord, il faut préciser que il s'agit de l'article 49 alinéa 3. Hein, et pas de 49.3, pas de 49-3, pas de 49-3, pas de 49.3. Hein, ça n'existe pas. Hein. Article 49-3, ça n'existe pas dans la Constitution. Il n'y a qu'un seul article, et c'est l'article 49. D'accord? Donc c'est l'article 49 alinéa 3, pas 49.3 ou 49-3 ou point 3. Donc cet alinéa 3 de l'article 49, hein, comment est-ce qu'il fonctionne? Bien, en réalité, c'est assez simple. Le gouvernement a un texte, un projet de loi. Ce projet de loi, il veut absolument le faire passer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement? Après discussion en Conseil des ministres, hein, il faut toujours discuter en Conseil des ministres, après discussion en Conseil des ministres, le Premier ministre va engager la responsabilité de son gouvernement sur le vote d'un texte, de lui-même. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une motion de censure provoquée. C'est-à-dire que le gouvernement va de lui-même se mettre en situation d'être sanctionné. Personne ne l'a rien demandé, mais il va venir de lui-même dire, voilà, je prends le risque de la motion de censure. Donc l'idée est, je dépose un texte, voilà, j'enclenche la procédure de l'article 49 alinéa 3, vous avez 24 heures, 24 heures. Si en 24 heures, une motion de censure n'est pas votée, le texte sera considéré comme adopté. Voilà, donc soit vous me censurez en 24 heures, soit vous me censurez, soit le texte est adopté. C'est ça la procédure de l'article 49 alinéa 3. D'accord? Je dis, j'ai un projet de loi. Si vous ne me censurez pas dans 24 heures, le projet de loi sera considéré comme adopté. Alors on dit toujours, c'est une violation, c'est antidémocratique, ça force le gouvernement, etc. Bon, alors on pourrait très bien, enfin on pourrait en parler des heures de l'article 49 alinéa 3, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, alors d'abord, c'est très difficile de dire que c'est antidémocratique parce que l'article 49 alinéa 3 est prévu par la Constitution. Voilà, donc on ne peut pas dire, on ne peut pas dire de la, enfin, on ne peut pas dire de la, comment dire, on ne peut pas dire
de l'article 49 alinéa 3, on ne peut pas dire d'une disposition prévue par la Constitution qu'elle est antidémocratique. Ça, c'est pas possible. Hein. L'article 49 alinéa 3 est démocratique du seul fait qu'elle est prévue par la Constitution. Constitution qui lui-même a été prévue, a été adoptée par référendum. Voilà, donc c'est très difficile de dire qu'une disposition de la Constitution adoptée par référendum est antidémocratique. C'est assez compliqué. Ensuite, l'article 49 alinéa 3 met le Parlement devant sa responsabilité. Hein, il met le Parlement devant sa responsabilité. Soit vous me censurez parce que vous estimez que vous n'êtes pas d'accord avec ma politique, vous me censurez, soit vous êtes d'accord avec ma politique et dans ce cas-là, vous me laissez faire le texte que j'ai envie de faire. Voilà. Donc en gros, tout le monde est devant ses responsabilités. Vous n'aimez pas le texte, ça veut dire que vous n'aimez pas ma politique, vous me censurez. Voilà. Mais vous ne pouvez pas être d'accord avec ma politique et m'empêcher de prendre le texte que je veux. C'est un peu ça le jeu du chat et de la souris. Et en général, l'article 49.3, 49 alinéa 3, en général, ceux qui sont dans l'opposition trouvent que c'est antidémocratique et quand ils sont au gouvernement s'empressent de l'utiliser. Il faut quand même être, on va dire, juste parce qu'on dit toujours que c'est abusé, on l'a appliqué beaucoup de fois. En réalité, je crois qu'on dit que ça a été utilisé 88 fois ou 80 fois. En réalité, l'article 49 alinéa 3 est utilisé par texte, un texte, et on peut l'utiliser plusieurs fois sur un texte. Donc, depuis 2008, ça a été sévèrement limité. Depuis 2008, hein, ça a été très très limité. Depuis 2008, depuis la révision de 2008, on ne peut utiliser l'article 49 alinéa 3 que pour la loi de finances, ou pour un seul projet de loi par session, un seul. Donc, par exemple, là, Edouard Philippe, il a déjà grillé son joker. Il a utilisé l'article 49 alinéa 3 pour la loi retraite. Il ne pourra plus l'utiliser pour une toute autre loi. Donc, c'est projet de loi par session. Oui. Donc, on l'a sévèrement limité. Mais, encore une fois, c'est le gouvernement qui se met en situation d'être contrôlé de lui-même. Alors, on n'a pas d'exemple d'un gouvernement qui est tombé à cause de l'article 49 alinéa 3. Bon. On n'a pas d'exemple. Voilà, donc ça c'était le Parlement. Maintenant, il faut voir le rapport entre le Parlement et l'exécutif. Hein, les rapports entre le Parlement et l'exécutif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, quand on a mis en place la Ve République, on a mis en place un régime parlementaire particulier, hein, qui est ce qu'on appelle le régime parlementaire rationalisé. L'objectif, c'était de rationaliser le Parlement. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en France depuis la Troisième République, donc depuis le régime parlementaire, c'est qu'on avait une instabilité gouvernementale. On avait des gouvernements qui tombaient tout le temps. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'en France, on a du mal à avoir des gouvernements qui durent? Eh bien, on a du mal à avoir des gouvernements qui durent parce qu'on n'a pas de majorité au Parlement. Donc c'était ça l'équation. L'équation, c'est que on a une instabilité gouvernementale, elle est due à l'absence de majorité au Parlement. Ça d'ailleurs c'est une parenthèse pour toutes les personnes qui disent il faut un régime parlementaire aux Comores, il faut un régime parlementaire aux Comores. Il faut être sûr qu'on est capable d'avoir une majorité au Parlement. Une majorité stable, pas une majorité qui change toutes les nuits. Donc on avait une instabilité gouvernementale, elle était due à une absence de majorité. Oui, c'était ça l'équation. Alors que nous, ceux qui font la Constitution ont envie d'avoir un gouvernement qui est stable. Alors, le problème, c'est que juridiquement, en droit, on n'a aucun moyen de s'assurer qu'il y aura une majorité dans un Parlement. C'est-à-dire que le droit n'a pas de technique. On ne peut pas l'écrire dans la Constitution. Hein. On ne peut pas faire article 1er, il y aura une majorité au Parlement. Vous voyez, on ne peut pas décréter la majorité au Parlement. On ne peut pas l'écrire dans la Constitution. On n'a pas de moyens juridiques de prévoir une majorité parlementaire. Le droit ne sait pas faire ça. Il ne sait pas prévoir un moyen sûr d'avoir une majorité au Parlement. Et en plus, en France, on était convaincu que de toute façon, il n'y aura jamais de majorité. C'est pas possible. Il y a trop de partis, il y a trop de débats. Voilà, c'est impossible d'avoir une majorité. On n'en aura jamais une. Donc, c'est pas possible de se prendre la tête sur la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se concentrer sur l'instabilité du gouvernement. On se dit, il n'y a pas de majorité, mais ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer
que le gouvernement reste quand même stable, même s'il n'y a pas de majorité au Parlement. Vous voyez, c'est ça le parlementarisme rationalisé de la Ve République. Faire en sorte d'avoir la stabilité du gouvernement malgré l'absence de majorité au Parlement. Parce qu'on ne peut pas décréter la majorité au Parlement, on ne sait pas faire ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a prévu? Eh bien, on a prévu un ensemble de techniques, de dispositifs pour affaiblir le Parlement. L'affaiblir de sorte que même s'il n'y a pas de majorité, ça ne crée pas une instabilité. Voilà, on a affaibli le Parlement au profit du pouvoir exécutif. Parce qu'on estimait qu'il n'y aurait pas de majorité. Ouais. Donc jusqu'à là, c'est assez logique. Hein, c'est assez logique. On baisse le pouvoir du Parlement parce qu'on n'est pas sûr d'avoir une majorité. Bien. Mais il y a quand même un problème. Hein. Le problème, c'est que depuis 1962, il y a une majorité au Parlement. Il y a un fait majoritaire depuis 1962. C'est-à-dire qu'on a mis en place une constitution qui était censée fonctionner parce qu'il n'y aura pas de majorité, sauf que voilà, miracle, depuis 1962, il y a une majorité. Et donc, on voulait protéger le gouvernement du fait qu'il n'y aurait pas de majorité, sauf que depuis 1962, il y a une majorité, donc il n'y a rien à protéger, il y a une majorité. On ne pensait pas que ça serait possible. Le fait majoritaire en France est un miracle. Il est apparu en 62, voilà, on ne sait pas comment. Et voilà, donc on est embêté. On se dit, mais comment on fait? Parce qu'on avait prévu une constitution pour affaiblir le Parlement en vue de renforcer le pouvoir exécutif, parce qu'il n'y aura pas de majorité, sauf que la majorité, elle est apparue. Et en plus de ça, non seulement la majorité, elle est apparue, mais en plus de ça, on a un président qui est élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'on a un président qui est élu par la majorité absolue des Français. En France, il y a deux autorités qui sont élues directement par le peuple. Il y a le président de la République, élu au suffrage universel direct, et puis il y a le Parlement. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Mais il y a une différence, c'est que dans un cas, le suffrage universel direct se déverse sur une personne, et dans l'autre cas, le suffrage universel direct se déverse dans 577 personnes. Alors à votre avis, qui c'est qui l'emporte? C'est le président, parce que le président seul est le seul qui reçoit à lui seul le suffrage universel direct. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment un peu de déséquilibre des pouvoirs. C'est à cause de cette élection du président au suffrage universel direct. Parce que le président est élu au suffrage universel direct, il en retire, parce que le président, alors sur l'affaiblissement du Parlement par rapport au pouvoir exécutif, il y a plusieurs techniques de rationalisation. Par exemple, la motion de censure, on ne vote que à la majorité négative. Donc ça, c'était pour protéger le Parlement. Autre technique d'affaiblissement du Parlement, les sessions. Par exemple, avant, le Parlement siégeait tout le temps. Le Parlement siégeait tous les jours de l'année. Et donc, dans la Ve République, pour affaiblir le Parlement, on a imaginé cette histoire de session. C'est-à-dire que moins le Parlement siège, moins il est dangereux par rapport à l'exécutif. Parce que si vous avez un Parlement qui siège toute l'année, eh bien, il a toute l'année pour censurer le gouvernement. Mais s'il ne siège que durant une session, on protège le pouvoir exécutif parce qu'il n'est exposé que pendant la session. On a affaibli le pouvoir exécutif par le pouvoir de dissolution. Par le pouvoir de dissolution. Donc on a imaginé beaucoup de techniques comme ça pour rationaliser, pour affaiblir le Parlement par rapport à l'exécutif. Mais, bon, la majorité parlementaire est arrivée, il n'y avait aucune raison de le faire. Donc le président de la République, il est élu au suffrage universel direct, au terme de l'élection majeure, l'élection principale. Il est élu par la majorité absolue des Français eux-mêmes. Il en retire une légitimité tellement forte, une autorité tellement forte, qu'il peut exiger et obtenir la soumission du gouvernement et la soumission du Parlement, à cause de sa légitimité très forte qu'il a obtenue grâce à cette élection au suffrage universel direct. En réalité, encore une fois, le président de la République n'a aucun pouvoir. Les pouvoirs propres qu'il a, ça ne servirait à rien. Mais en fait, le président de la République bénéficie des pouvoirs des autres. C'est-à-dire que ce sont les autres
qui mettent à disposition leur pouvoir au président de la République, parce qu'il est élu au suffrage universel direct. Donc, le Parlement met à sa disposition son pouvoir législatif. Le président veut une loi, eh bien, il a la majorité, il aura sa loi. Le gouvernement met à la disposition du président son pouvoir réglementaire, et c'est comme ça que le président devient l'homme fort. Il ne devient pas l'homme fort grâce à ses pouvoirs parce qu'il n'en a pas. Les 8 pouvoirs propres ne serviraient quasiment à rien. Mais il devient fort grâce au pouvoir que les autres mettent à sa disposition, obligeamment, à cause ou grâce, ça dépend de cette élection du président au suffrage universel direct. Donc l'élection du président au suffrage universel direct, c'est ça un peu qui a modifié un peu le régime. C'est parce que on élit le président au suffrage universel direct. Alors, attention, cette élection du président au suffrage universel direct, elle ne pose ce problème qu'en France. Hein, parce qu'on dit toujours, parce que le président est élu au suffrage universel direct, ça crée ce déséquilibre. Alors, c'est-à-dire que c'est vrai, mais que en France, en réalité. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que juridiquement un président est élu directement par le peuple que forcément tous les autres pouvoirs vont se plier devant lui. Ce n'est pas une réalité juridique, c'est une réalité de la Ve République française, mais ce n'est pas une réalité juridique. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il existe beaucoup de pays en Europe dans lesquels le président est élu directement par le peuple, alors que ce reste des régimes parlementaires. Hein, il y a beaucoup de pays en Europe où le président est élu directement par le peuple, et pourtant, il n'est pas l'homme fort du pays. Hein, vous allez en Pologne, vous allez en Portugal, vous allez en Croatie, hein, tous ces pays qui élisent leur président au suffrage universel direct, ça reste des régimes parlementaires. C'est le gouvernement qui reste maître et le Parlement. Oui, mais c'est une spécialité que française. Parce qu'en France, on a un peu cette tradition napoléonienne, un peu bonapartiste, hein, du chef, incontesté, hein, de ce président de la République, voilà, ce monarque républicain, et bien ça se retraduit dans le texte. Et d'ailleurs, c'est une image de ce monarque républicain, c'est une image qui est répercutée dans toutes les couches de la société. Hein. Si vous regardez bien, dans toutes les couches de la société, on a reproduit cette image du président de la République. Hein. Les associations ont un président, les syndicats ont un président, les clubs de foot ont un président, tout a un président. C'est-à-dire cette personne, voilà, seule, qui est assez intelligent pour écouter certains avis, mais qui décidera seul, hein, ce premier de la classe, à qui on va choisir le super-héros et qui va décider qui a la science infuse. En fait, cette image de ce présidentialisme, un peu, il s'est diffusé un peu dans la société française. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer les pouvoirs? Alors, on dit toujours il faut donner des pouvoirs au Parlement. Pour rééquilibrer, on dit qu'il faudrait réviser la Constitution et donner des pouvoirs au Parlement. Ce qu'on appelle la reparlementarisation. La reparlementarisation, c'est-à-dire on va donner plus de pouvoir au Parlement. C'est ce qu'on a essayé de faire en 2008, donner plus de pouvoir au Parlement. Mais vous voyez, ça c'est une erreur de diagnostic en réalité, parce que le Parlement français a déjà tous les pouvoirs possibles et imaginables, tous. On dit toujours qu'il faut leur donner des pouvoirs, mais ils ont déjà des pouvoirs. Hein, et ça, Guy Carcassonne l'a très bien montré. Le Parlement a le droit de vie et de mort sur la loi. Voilà. Il peut voter la loi comme il peut ne pas le voter. Le Parlement a droit de vie et de mort sur le gouvernement. Hein. Il peut le censurer s'il le veut. Le Parlement peut contrôler la totalité des administrations. Il vote le budget, comme il peut refuser de le voter. Il vote la loi de finances, etc. Donc il a tous les pouvoirs. Mais comme disait Guy Carcassonne, ce qui manque, ce ne sont pas des pouvoirs. Ce qui manque, c'est des députés pour exercer ces pouvoirs. Parce qu'ils ne sont jamais là. Voilà. Ensuite, c'est une autre erreur de diagnostic parce que à chaque fois que vous donnez un pouvoir au Parlement, il y a une sorte de paradoxe. À chaque fois que vous donnez un pouvoir au Parlement, eh bien, le Parlement, ce pouvoir-là que vous l'avez donné, eh bien, il va se presser pour mettre à disposition ce nouveau pouvoir qu'on lui a donné, il va se presser pour le mettre à la disposition du président. Oui, donc il y a un résultat paradoxal qui veut que plus on donne des pouvoirs au Parlement pour le renforcer, plus on renforce le président. Parce que le Parlement va aller mettre à disposition ces nouveaux pouvoirs au président. Voyez, donc on est un peu dans un cercle vicieux avec cette histoire de reparlementarisation. Alors on a dit, bon,
pas la reparlementarisation. Il suffirait de supprimer l'élection du président au suffrage universel direct. Si on supprime l'élection du président au suffrage universel direct, on va peut-être équilibrer les pouvoirs. C'est pourquoi pas. Hein, vous savez que en 1962, les députés étaient contre cette réforme de l'élection du président au suffrage direct. D'ailleurs, De Gaulle, pour faire la révision, il a dû prendre une procédure irrégulière. Hein. Il a dû faire un référendum direct au lieu d'appliquer la vraie procédure. Hein, la vraie procédure, parce que les députés étaient contre cette élection du président au suffrage universel direct, parce qu'ils voyaient venir ce problème Ils savaient que élire un homme tout seul par la majorité absolue, c'est lui donner beaucoup trop de pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils étaient contre au départ. Et ensuite, il y a aussi un argument historique, c'est que avant 1962, on avait déjà élu un président au suffrage universel direct en France. C'est en 1848, à la Seconde République, Deuxième République. Et bien ça a fini par un coup d'État, ça a fini par Louis-Napoléon Bonaparte, un coup d'État et le Second Empire. Donc il y avait on va dire, un mauvais souvenir de l'élection directe du président. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, il ne faut pas faire l'erreur de quand on vous demande quel est le premier président de la République en France, il y a des étudiants qui disent c'est le général de Gaulle. Non, le général de Gaulle, il est le premier président de la Ve République. Mais le premier président de l'histoire de la République, c'est lui, Napoléon Bonaparte. Hein, le premier président qui a été élu lors de la Deuxième République. Voilà. Donc on dit qu'il faudrait supprimer l'élection. C'est pas sûr, hein. C'est très compliqué aujourd'hui de dire aux Français qu'on va supprimer l'élection. Vous n'allez plus voter votre président directement. C'est très difficile. Je ne vois pas qui c'est qui peut faire cette réforme. Voilà. Et puis, même si on le faisait, il y a un autre risque. Si on supprime l'élection du président, on risque de ne plus avoir de majorité au Parlement. Ce n'est pas pour rien si le fait majoritaire est apparu en France en 1962. Ce n'est pas pour rien. Il y a des raisons, mais ce n'est pas pour rien. Voilà, donc c'était ce premier cours qu'on a fait, hein, c'était pour parler de la Constitution de la Ve République, voir un peu les pouvoirs des uns et des autres, comment est-ce que les institutions essaient de fonctionner ensemble, parce que c'est ça qui fait la beauté du droit. Hein. La beauté du droit, c'est pas les textes, les articles, parce que ça tout le monde peut lire. Hein. La beauté du droit, c'est d'aller voir, vous savez, les choses qui ne sont pas tellement bien dites, là, voir la pratique, voir comment est-ce que tout ça s'agence. C'est ça qui fait la beauté du droit. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé, surtout pour les étudiants et pour ceux que vous aurez appris quelque chose. Hein. Ce serait la moindre des choses, ça me ferait plaisir. Donc on va essayer de faire si le confinement dure, on va essayer de faire un autre cours sur les bases, peut-être sur le droit administratif, on verra bien. Mais en tout cas, c'était un plaisir pour moi. Je vais m'arrêter parce que moi, quand je parle de droit, après, je ne m'arrête plus. Trop passionné. Voilà, donc merci beaucoup pour ceux qui ont été présents. Et restez chez vous hein, pour la sécurité et la santé de tous. D'ailleurs, je vais terminer cette vidéo en posant une question. Parce que, en fait, je voudrais que les autorités comoriennes qui ont pris toutes ces mesures de prévention contre le coronavirus, j'aimerais bien qu'ils me disent le fondement juridique, hein, sur quoi ils se sont basés. Quel est le fondement juridique? Quand on a pris le décret pour interdire les rassemblements, le décret pour interdire aux gens d'aller à la mosquée, les notes pour fermer les frontières, pour baisser les prix, etc. Sur quel fondement juridique hein, c'est assez intéressant. Parce que nous, on a un code de la santé publique qui est complètement absurde, hein, qui prévoit rien. C'est assez marrant. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que Dieu nous gardera en vie pour qu'on puisse faire un autre cours une autre fois avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.